moi, plusieurs fois, on m'a dit « Oui, mais tout le temps que tu passes sur ton projet, tu pourrais le passer à apprendre le Coran, tu pourrais le passer… » Et en fait, c'est une forme de culpabilité là-dedans. L'islam n'est pas venu pour inventer une économie. L'islam est venu pour confirmer des principes éthiques qui existaient avant. Il y a une solution qui se crée, c'est quoi? C'est la banque islamique. Mais ça n'existe pas, c'est une arnaque. Oui, nous on respecte l'islam, ça coûte plus cher. Tu parlais de pays musulmans, ce terme je ne le connais pas. Il n'y a pas un pays avec la nationalité musulmane. En fait, si eux ils perdent l'argent, c'est pas ma faute. Oui, mais quelque part, toi tes gains, c'est sur les pertes des autres. Et alors? Alors ça va faire un short magnifique. Non mais et alors? Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo format podcast. Aujourd'hui, on est dans un lieu très spécial et avec un invité très spécial puisqu'il s'agit de mon ami d'enfance, Hanif. Présente-toi, je t'en prie. Je m'appelle Hanif, j'ai 30 ans, on se connaît effectivement depuis qu'on est tout petit. Je suis entrepreneur et parallèlement, voilà, je finis des études de droit et j'étudie quelque peu, voilà, un tout petit peu l'islam et voilà. Donc voilà ma légitimité pour parler de ces sujets-là. Ok, super. Aujourd'hui, on a décidé de faire ce format podcast parce que vous êtes beaucoup parmi les abonnés à être musulmans et beaucoup à se poser des questions sur l'éthique islamique et l'entrepreneuriat. L'idée aujourd'hui, c'est de pouvoir échanger autour de certains sujets qui englobent l'éthique islamique et l'entrepreneuriat et de pouvoir partager nos raisonnements, nos propres recherches pour vous inspirer et vous pousser à faire vous, derrière vos propres recherches et à partager, in fine, vos opinions à vous. Pour commencer, Hanif, est-ce que tu peux nous parler du contexte commercial à l'époque du prophète et plus précisément dans la ville de La Mecque? Alors là, on pourrait en parler pendant très longtemps, j'essaie d'être assez… Parce qu'il faut savoir, La Mecque, c'était un hub, mais on ne peut pas comprendre l'environnement commercial si on ne comprend pas en fait le 7e siècle et l'économie de cette époque-là. Recontextualiser. Voilà, il faut recontextualiser autant politiquement que géographiquement, parce que si on ne connaît pas la politique de l'époque, si on ne connaît pas la géographie, on n'est pas capable de comprendre l'économie. On ne peut pas comprendre l'économie. Donc, évidemment, l'Arabie du 7e siècle, elle était, on va dire, anarchique. Anarchique, pourquoi? Parce que politiquement, chaque ville, chaque grande ville était indépendante. Il n'y avait pas d'État tel qu'on les connaît aujourd'hui. Ce n'est pas un royaume unifié. Et donc, chaque grande ville avait sa propre souveraineté. Donc déjà, ça permet de comprendre qu'on n'est pas du tout dans la même logique qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des États qui frappent la monnaie, alors qu'avant, c'était sous forme de tribus. Voilà, c'était dans une ville, il y avait plusieurs tribus ou une grande tribu qui dirigeait, et voilà. Maintenant… le contexte commercial. Le contexte commercial. Déjà, il faut comprendre que le contexte commercial, il est influencé par la géographie, c'est-à-dire par le climat. Et donc là, effectivement, il faut savoir que l'Arabie n'était pas complètement autonome et qu'elle ne pouvait pas produire l'ensemble des biens nécessaires pour notamment se nourrir. D'accord ? Et donc, elle importait. Donc, il y avait deux types de populations, les sédentaires et les nomades. Et donc, chacun avait sa spécificité en fonction des villes, parce qu'il y avait des villes qui étaient, par exemple, qui pouvaient produire du raisin, d'autres villes qui pouvaient produire du blé. Oui, chacun avait sa matière première et il y avait une espèce de commerce triangulaire. Exactement. Sachant qu'il y a également les contrats climatiques qui font qu'on ne peut pas produire à grande échelle des légumes, etc. Même s'il y en avait, il y avait les dattes, il y avait d'autres produits qui étaient effectivement produits du coup, en Arabie. Et il y avait effectivement il y avait également le commerce d'animaux, chamelles, etc. Et il y avait les nomades qui voyageaient, qui vendaient des produits, par exemple des produits forestiers, de la gomme. Il faut savoir que c'était des convois. Et d'ailleurs, c'est marrant que tu parles de nomades, parce que dans le Coran, ils sont qualifiés, ils sont nommés déjà, et ils sont qualifiés de caravaniers. Oui, voilà. Les caravaniers, ce sont en fait des grands convois qui se déplacent en masse. Ça peut aller jusqu'à 200 chameaux, qui peuvent transporter jusqu'à 500 tonnes, donc quasiment 400 kilos par chameau. Et c'est intéressant parce que je voulais faire le parallèle avec donc cette dimension commerciale de l'époque prophétique à la Mecque et le parallèle de notre époque avec le e-commerce. Le commerce comme on le retrouve à l'époque, on peut le retrouver aujourd'hui mais sous forme 100% digitale. Oui, et ça transforme tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus
de géographie. Mais ça, on en viendra après, parce que ça pose une vraie question. C'est la question de comment faire du commerce en ligne, et est-ce que c'est la même chose qu'à l'époque? Je trouvais intéressant ce parallèle, sachant que, en fait, on retrouve les mêmes obstacles et les mêmes difficultés qu'on pouvait trouver en termes de business commerce, qu'on pouvait trouver autrefois, on les retrouve aujourd'hui en ligne. Et alors, bien sûr, on ne risque pas notre vie. C'est relatif, hein. Bien sûr. On dit relativement les mêmes, mais relatif. Mais l'idée, c'est toujours d'essayer de trouver en fait ce point commun, oui. Ce rapport. Comme tu disais, il y a des fois en fait où c'était plutôt des foires qui étaient spécialisées sur un type de produit. Ouais. Parce qu'elles avaient lieu dans tel endroit, et dans tel endroit, c'était organisé par telle tribu qui, on savait que là-bas, on allait trouver tel type de produit. C'est ça, et que personne ne pouvait faire des produits mieux qu'eux. Et donc, on allait là-bas pour aller acheter ces produits-là. Et ça. c'était à une période de l'année. On ne pouvait pas y aller à un autre moment parce qu'il n'y avait pas la foire à un autre moment de l'année. C'est ça. Donc effectivement, le calendrier, il joue beaucoup sur les besoins. Et puis même les récoltes, etc. Et comme tu as dit, il y avait les nomades, donc les caravaniers, et les statiques. Et parmi les statiques, il y avait des investisseurs. Les investisseurs qui, eux, investissaient dans ces convois-là, dans le but de récolter un profit sur les ventes. Et c'est marrant parce que aujourd'hui on peut faire le parallèle avec notre réalité, où il y a des VC, donc des business angels, qui vont investir chez parfois des e-commerçants dans le but de pouvoir... Le e-commerçant, lui, va avoir un capital dans lequel il va pouvoir acheter son stock, et le VC, derrière, il pourra profiter d'un pourcentage sur le profit. La logique commerciale, elle n'a pas vraiment bougé. Hein, exactement, c'est ça. Mais si, elle a légèrement bougé, parce qu'aujourd'hui, on a une opportunité qui n'existait pas forcément, qui est celle du dropshipping. C'est cette opportunité qui permet donc à un e-commerçant de pouvoir vendre un produit, mais qui ne lui appartient pas. Il vend le produit de son fournisseur par son biais directement au client, en prenant une marge au milieu. Et aujourd'hui, on a un vrai problème éthique par rapport à ça, vis-à-vis d'un hadith qui dit que tu n'as pas le droit de vendre les produits qui ne t'appartiennent pas. Et bien sûr, la question, elle n'est pas aussi simple. Il y a beaucoup de nuances. Mais qu'est-ce que tu penses déjà de le dropshipping? Halal ou haram? Oui. On ne peut pas répondre noir ou blanc. Mais qu'est-ce que tu penses de Non, alors effectivement, le fait de vendre quelque chose qu'on ne possède pas. Effectivement, il y a un hadith dans lequel notamment il est rapporté que le prophète aurait dit de ne pas... concernant les plongeurs qui allaient dans la mer chercher les perles, de ne pas vendre le produit, de ne pas vendre les perles avant que le plongeur les ait ramenées, globalement. Mais effectivement, toute la logique, on ne peut pas comprendre halal, haram, si la pratique elle est autorisée ou elle est interdite, si on ne comprend pas déjà la logique économique de l'époque, le contexte. Et donc effectivement, on peut transposer, il y en a qui s'amusent à transposer en disant « Ah, mais à l'époque, le prophète a dit, donc il a interdit cette pratique, donc c'est la même chose que ça, aujourd'hui. » Ah ben non, pas totalement. Et c'est pour ça qu'il y a des savants qui sont spécialisés, qui étudient ça, et qui regardent justement si... Parce qu'il ne suffit pas de tirer un hadith ou de tirer un verset du prophète, un verset du Coran. Il faut comprendre pourquoi le prophète a dit ça, pourquoi Dieu dit ça dans le Coran. Et donc, ça demande de connaître le contexte. Et donc ça, si on ne le connaît pas, on fait des transpositions qui sont catastrophiques. Parce que l'économie aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec l'économie d'avant. Le risque avant, ce n'est pas du tout le risque aujourd'hui. Bien sûr, mais d'un point de vue éthique, nous, en tant que musulmans, on n'a pas envie de tomber dans l'erreur, donc on a envie de faire cette recherche avec une bonne intention. Oui, bien sûr. Pour être... L'éthique, c'est quoi la définition de l'éthique? Parce que l'islam n'est pas venu pour inventer une économie. L'islam est venu pour confirmer des principes éthiques qui existaient avant. Ces principes éthiques, ils sont simples. C'est que dans le commerce, il ne faut pas voler, il ne faut pas tromper le vendeur, l'acheteur qui est en face de soi, il ne faut pas utiliser des pratiques commerciales trompeuses. Et voilà, c'est la base de... Ouais, bien sûr. Et donc maintenant, comment ça se matérialise? Peut-être qu'à l'époque du prophète, il y avait des pratiques, l'intention de ces vendeurs-là n'était pas du tout la même intention que celle des dropshippers d'aujourd'hui. Et donc, faire une analogie comme ça, sans connaître le contexte, en fait, c'est comparer deux populations qui n'ont pas du tout la même intention, parce que
quelque chose qui est perçu comme trompeur à l'époque peut ne pas être perçu comme trompeur aujourd'hui. Ouais, mais oui, ça c'est très vrai. Et justement, en ce qui concerne le dropshipping, euh, aujourd'hui, elle peut être qualifiée comme pratique trompeuse. Parce qu'à partir du moment où moi j'ai un fournisseur qui crée des montres à 5 euros pièce et que moi je les revends 50 euros pièce, sachant que mon client peut retrouver exactement les mêmes montres sous prétexte que j'ai mis dessus un branding et quelque part je ne vends pas des montres, je vends un statut, alors je me suis permis de les mettre plus cher et derrière je vais prendre 45 euros de marge. Mais pour mon La marge, client. elle est pas, est-ce que la marge, elle est interdite? Elle n'est pas interdite. Mais pour mon client qui, lui, achète la montre à 50 euros, sans savoir qu'il pourrait l'avoir à 5 euros, ça pourrait être perçu comme trompeur. Oui, exactement. D'accord. Mais en fait, effectivement, c'est une question éthique. Ouais. C'est est-ce qu'il y a un profit qui est exagéré? Parce que là, dans ce que tu es en train de me dire, c'est en fait, si tu lui avais vendu Oui, c'est un un exemple. peu moins cher, bon, il n'y aurait pas eu de tromperie, entre guillemets. Si tu l'avais vendu à 10 euros, tu aurais fait 5 euros, et c'est pas grave. Mais toi, tu as fait l'effort d'aller chercher, de mettre en place toute cette stratégie, etc. Maintenant, si la personne, elle veut trouver moins cher la montre, elle a qu'à faire ses recherches. Ouais, mais après Mais ça dépend de beaucoup de choses parce que la publicité, le marketing en fait. Parce que moi, j'ai mis la publicité devant lui, il s'est retrouvé. Mais il a aussi face. une obligation de savoir qu'est-ce qu'il achète, de voir la qualité de ce qu'il achète. Moi, je comprends. Il achète sur un site internet où la montre est à 50 euros. Moi, j'achète une montre à 50 euros, je vais regarder si elle n'est pas moins chère ailleurs. C'est logique. Très bien, ok. Je vais sur Temu, je vais sur je sais pas quoi, mais je regarde l'état du marché. Bien sûr. Maintenant, le vendeur, est-ce que lui, il est responsable et qu'il doit dire, écoute, moi, je te vends 50, mais peut-être que là-bas, tu peux la trouver à 5. Il n'a aucun intérêt de dire ça. Ouais, bien sûr. En dehors de ça, c'est de l'éthique. Est-ce que maintenant, si la personne moralement, on va dire, elle a un problème à se dire, oui, mais 45 euros de marge, c'est un peu trop. Donc en fait, j'ai l'impression que je l'arnaque. Ouais. Mais c'est qu'il dévalue son travail. Ouais, ok, je vois. S'il dévalue son travail et qu'en fait, il ne voit pas de valeur ajoutée, peut-être qu'il devrait trouver un sens à ce qu'il vend. Ok, je vois. Mais voilà. Je en tout cas, moi, d'un point de vue personnel, il n'y a pas éthiquement. Justement, il y a deux prismes. Il y a l'éthique, mais il y a le contractuel aussi. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, il y a une solution qui est ressortie de ce problème du dropshipping haram, c'est que beaucoup de commerçants sont des musulmans et du coup, les fournisseurs ont soulevé en fait ce problème et ont essayé de chercher une solution. Quel fournisseur ? Les fournisseurs, de manière générale, les fournisseurs, je peux parler de AliExpress, les fournisseurs des dropshippers. Okay. Et la solution, elle est contractuelle. Ouais. Et à ce moment-là, le fournisseur, lui, il signe un contrat avec toi où il devient un agent, finalement, et où chaque vente que tu feras de ces produits, enfin du produit du fournisseur, qui représente lui-même l'agent, il te versera une commission. Donc, c'est une forme détournée de faire du dropshipping pour dire, OK, c'est haram, mais contractuellement parlant, si je détourne par le contrat, je peux faire. Mais en fait, ça, c'est marrant que tu m'en parles. Qu'est-ce que t'en penses ? Parce que, en gros, c'est la même logique que Murabaha, tu vois, les banques, etc. Mais en fait, comme le savant Abu Hanifa le dit très bien, c'est qu'en fait, ce qui compte, c'est pas le contrat. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a à l'intérieur des clauses. Et en fait, si l'intérieur des clauses revient globalement à la même chose que s'il n'y avait pas de contrat, en fait, c'est juste une manière de jouer contractuellement, mais derrière, les effets réels sont les mêmes. Et donc, en fait, c'est juste jouer avec la logique juridique pour tromper, en fait, pour se donner bonne conscience, tout simplement. Ouais, je vois. Et du coup, pour toi, autant signer le contrat de base. Ben oui. Parce que ça revient à la même chose. C'est pas vraiment la même chose parce que le contrat de base, il est en contradiction avec commission, alors qu'avant ça, ils appelaient ça autre chose. Oui, parce que c'est à la fin, il y a l'argent qui rentre dans son compte. Sous une autre forme. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Mais la question qui doit se poser, c'est est-ce que je dois prendre cet argent-là ou pas ? Pour les musulmans, enfin pour certains musulmans, ça va pas être la même chose parce que il y en a un contractuellement, il contredit le texte, alors qu'il y en a un contractuellement, il le contredit pas. Voilà, mais en fait, c'est l'esprit. C'est l'esprit qui compte, c'est pas le contrat. Le contrat, tu peux en faire ce que tu veux. Ce qui compte, c'est l'esprit. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a ? Quel est l'esprit du contrat ? Si ton esprit, avec une mauvaise intention, tu détournes, oui, tu vois ? L'intention, elle est toujours. Mais malheureusement, il y a beaucoup de ça. Mais dans ce qu'on appelle aujourd'hui la finance dite islamique, c'est de l'arnaque dite islamique. Parce qu'en réalité, ils jouent avec les clauses contractuelles pour essayer de dire oui, mais nous, on respecte les principes islamiques. Mais non, on n'a pas besoin de ça. Ce qui compte, c'est de ne pas tromper son interlocuteur, de ne pas tromper son co-contractant et qu'il soit dès le début au courant de ce qu'il achète, des qualités de ce qu'il achète. Oui, bien sûr. Et qu'il ne soit pas trompé sur le prix et la qualité. Ouais, c'est logique. Oui, c'est logique. Mais après, c'est une question éthique. Il y en a qui vont dire oui, mais après, ça, c'est leur problème. En fait, il y a la logique et le texte. Oui. Mais le texte, il ne dit pas comme quoi c'est interdit. Il n'y a aucun texte aujourd'hui explicite
que ce soit dans le Coran ou Oui, ou qui la parle, oui, tradition, parce que, qui parle du dropshipping. oui, parce que oui, c'est logique. voilà, C'est donc- pour ça qu'il y a des fatwas. C'est pour ça qu'il y a des savants qui disent oui, c'est autorisé, Et d'autres, et il y a d'autres qui disent non, c'est interdit. Voilà. Sous- En se basant sur voilà. Sauf s'il y a un contrat, sauf s'il y Voilà, a, et ça diverge. évidemment, Ok, évidemment. ok, d'accord. Mais voilà, moi en tout cas sur ce point-là, il faut Ok. toujours comprendre l'esprit et pas de rentrer dans des détails contractuels, etc. Parce qu'au fond, il y a beaucoup de gens qui aiment bien rentrer dans ça et ils Bien oublient sûr. le principe. Le L'esprit principe, et l'intention. voilà, l'esprit et l'intention. Tu voles personne, tu fais du commerce honnêtement, tu travailles, ça te demande du temps. Les gens ils pensent que le dropshipping c'est facile. Moi j'en ai jamais fait, mais ça demande du temps, de l'énergie, il faut se renseigner, il faut se lancer. Donc c'est normal qu'il y ait un retour sur investissement. Ils pensent que du jour au lendemain. Mais regarde, à l'époque des caravaniers, c'est normal qu'il y ait un retour sur investissement parce qu'ils prennent le risque. Il y a le voyage, il y a la maladie, il y a, etc. Aujourd'hui, avec le dropshipping, tu achètes sur Internet, tu peux l'acheter aussi sur Internet directement chez le fournisseur. Donc il y a aussi une forme de. Généralement, plus le risque de est élevé, tromperie. plus le bénéfice est élevé. Oui, C'est- il y a ça aussi. Oui. Il y a ça, plus le risque est élevé. Maintenant, la question, c'est jusqu'où on prend le risque. Ouais. Où est le risque inconsidéré? Mais ça, il n'y a pas dans le Coran, il y a pas dans le Coran un verset qui dit oh, le risque au-delà de ça, c'est interdit. Non, c'est du cas par cas. Ouais, C'est exact. pour ça que l'investissement, il se fait en fonction de la situation de chacun. Pour une personne, ça va être éthiquement mauvais d'investir dans tel produit ou d'engager son argent dans tel produit parce qu'il ne s'y connaît pas, il n'a pas fait ses recherches, c'est un mauvais investissement. Mais ça peut être autorisé pour un autre parce qu'il a fait ses recherches, il sait dans quoi il s'engage, il a une stratégie, etc. Donc pour deux personnes, pour un même truc, si la préparation n'est pas la même, c'est deux réponses différentes. Donc Ouais, bien sûr. c'est de l'éthique commerciale. Et c'est important qu'on revienne à ce terme d'éthique, parce qu'aujourd'hui, on rentre dans des complications et dans de la technicité, juridique pour, on va dire, voilà, pour un peu tromper tout le monde, quoi. En disant ça c'est haram, ça c'est haram. Mais il faut arrêter à un moment donné. Il faut remettre les choses dans leur contexte et rappeler les grands principes. Ok, je comprends. Justement, on parlait des caravaniers, et parmi ces caravaniers, certains sont devenus compagnons du prophète. Et on sait aujourd'hui que parmi les compagnons du prophète, il y avait certains compagnons qui étaient extrêmement riches. Par rapport, si on fait une image ou un parallèle par rapport à aujourd'hui, c'est l'équivalent de milliardaires, voire multimilliardaires. C'est le top 0,1 mondial. Parmi ces gens-là étaient les compagnons du prophète. Et en fait, je trouvais ça intéressant de pouvoir parler de ces compagnons-là, parce qu'aujourd'hui, dans notre culture un peu française, franco-musulmane, on a un tabou autour de l'argent. Et on a on a vraiment cette impression que posséder de l'argent, c'est mal. Et alors c'est bizarre parce que c'est antinomique, parce qu'il y a beaucoup de gens, tu demandes aux gens est-ce que vous voulez posséder de l'argent, ils disent tous oui. Et tu demandes aux gens est-ce que vous trouvez que ceux qui possèdent de l'argent sont mauvais, ils disent tous oui. Enfin pour une majorité. Et qu'est-ce que tu penses en fait de finalement ce mindset, cet état d'esprit des Français, et même des Français en général, pas seulement des musulmans, mais des musulmans en particulier, parce que quand même il y a beaucoup de choses qui reviennent. Ce sont les pauvres qui entreront au paradis en premier. Il y a beaucoup de choses. Oui, bien sûr, mais il faut revenir là-dessus pour. Ouais. En fait, l'argent, ce qui compte, c'est ce qu'on en fait. C'est un principe. Le riche n'est pas meilleur que le pauvre n'est pas meilleur que le riche, si ce n'est que par les bonnes actions. Et ça, c'est un principe qu'il faut rappeler. Le riche peut être meilleur que le pauvre et plus généreux que le pauvre, et le pauvre peut être très avare et moins généreux que le riche. Mais pourquoi on a cette logique-là? En fait, ça s'explique. En tout cas, ça s'explique pour des raisons, comme on a dit, des raisons religieuses. Hein, on met en avant un certain nombre de hadiths pour faire culpabiliser un certain nombre de personnes, etc. Oui, voilà. Et surtout et il y en a pas mal en plus des hadiths comme ça. J'en ai noté certains. Alors, la culpabilité sur la course aux richesses, ça, c'est ce qui ressort le plus. Et puis quand on est entrepreneur, c'est presque mauvais de travailler sur un projet. Et moi, plusieurs fois, on m'a dit, oui, mais tout le temps que tu passes sur ton projet, tu pourrais le passer à apprendre le Coran, tu pourrais le passer... Et en fait, c'est une forme de culpabilité là-dedans. Mourir sans posséder d'argent. Alors l'idée de mourir sans rien avoir, le problème c'est qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir. Donc si moi je me dis, tiens, si je meurs demain, il faudrait que je vide mes poches maintenant. Mais du coup, si je vide mes poches maintenant et que demain je meurs pas, je suis dans les problèmes. Je suis dans les problèmes demain. En fait, c'est paradoxal parce qu'on peut sortir aussi d'autres. Oui, comme les pauvres entreront au paradis en mais premier. comme le musulman fort est meilleur et plus aimé par Dieu que le musulman faible. Donc comment on explique que le musulman fort est ça, à la rigueur, meilleur oui, que je vois. le Et musulman que faible. du coup, ça, à la rigueur, le musulman faible va faire les efforts pour devenir fort, on va dire. Mais par contre, quand tu fais les efforts pour t'enrichir, tu n'es pas censé ressentir une culpabilité au point de t'appauvrir volontairement. Non, bien sûr que non. Bien sûr que non. Il y a des exemples. Il y a des compagnons qui étaient riches, qui dépensaient leur richesse pour le bien. En fait, c'est ça. C'est qu'est-ce qu'on fait de nos biens. Parce qu'effectivement,
Il y a des personnes pauvres qui gèrent très mal leur argent. Généralement, c'est des personnes pauvres qui elles sont Oui, ça, pauvres parce qu'elles gèrent mal leur argent. Ouais, Et il y a c'est des personnes riches qui gèrent mal leur argent aussi. Voilà. Mais il n'y a pas de statistiques. Il n'y a pas de. Bien sûr. Mais l'idée, c'est de parler vraiment de Maintenant, la logique. cet état d'esprit qui, en fait, entre le musulman dans une forme d'auto-sabotage inconscient et inconsciemment, il s'auto-sabote comme si faudrait pas que je me concentre sur un business en particulier, il faudrait pas que je crée de la richesse parce que sinon je vais tomber dans la course aux richesses, je vais tomber dans. Alors que non, je dois me concentrer sur le plus important, entre guillemets, etc. etc. Ouais, en fait, ça s'explique aussi par une chose, et surtout en France, c'est par notre héritage chrétien. C'est-à-dire que l'Église, pendant très longtemps, a considéré que voilà, l'argent, c'était mauvais. Et donc, en fait, on hérite de cette mentalité-là. La France, elle a son histoire, et aujourd'hui, les Français en général, c'est voilà, l'argent, c'est tabou. On ne dit pas combien on gagne parce qu'on peut rendre jaloux les autres, parce que voilà, on peut être mal vu. Parce qu'il y a très peu de choses positives qui peuvent en sortir plutôt que. Exactement. Et donc maintenant, voilà, pour moi, ça s'explique par ça, mais il ne faut pas rester dans cette mentalité-là. Il faut vouloir gagner de l'argent, mais pour en faire des bonnes choses, pour avoir des beaux projets. En fait, moi, je pense pas à je veux gagner de l'argent. Je pense à comment gagner de l'argent pour faire des beaux projets, pour faire des projets. Mais quelque part, c'est essayer travailler sur l'abondance. Parce que c'est quoi travailler sur des beaux projets? Si on a l'abondance économique, rien ne nous empêche de travailler sur des beaux projets. Oui, aussi. C'est ça qui, quelque part, nous tous, en tant que musulmans, on a envie de travailler sur des beaux projets. Des voyages humanitaires pour certains, des puits pour d'autres, plein de projets super. Okay, mais il y a ce souci de l'abondance. L'abondance, il n'existe pas. Pourquoi l'abondance, il n'existe pas? Parce qu'il y a cet état d'esprit, il y a un auto-sabotage inconscient dans la communauté qui fait que on se retrouve dans un panier de crabes. Tu connais cette expression du crab bucket effect, c'est l'effet du panier de crabes, où dès qu'il y a un crabe qui essaie de sortir, qui essaie de s'en sortir pour sortir du seau, tu as les autres crabes qui le tirent et qui le ramènent vers lui. Et on se retrouve vraiment dans cette situation, et c'est drôle parce que dans d'autres communautés, comme la communauté juive, on ne retrouve pas cet état d'esprit, et c'est même, je dirais même le contraire. Mais oui, c'est vrai, c'est pas la même logique, parce que c'est pas la même histoire, et c'est également le cas en fait pour certaines communautés, par exemple au Brésil, où ils ont des systèmes d'entraide communautaire très forts. Par exemple, ils ont la décima, c'est 1/10 du salaire. Et pourquoi nous, on n'a pas ça? Et parce que c'est une question d'histoire et d'organisation. Nous, on n'a pas d'église, donc chacun se gère comme il veut. Et voilà, c'est un système décentralisé. Donc voilà. Quelles seraient finalement les solutions pour des entrepreneurs comme nous qui finalement travaillent pour rechercher cette abondance et à la fois qui en parallèle travaillent sur des projets qui, eux, n'ont pas pour but de créer une abondance économique, mais plutôt pour but de créer des bienfaits? Je n'ai pas de conseils à donner, si ce n'est que toujours être attentif à ce qu'on fait, prendre du recul. Parce qu'effectivement, lorsqu'on est la tête dans les projets, on peut oublier le sens de ce qu'on fait. Ça, c'est vrai. Ouais. Et s'interroger sur nos intentions, sur pourquoi je fais ça, est-ce que je ne suis pas en train de me perdre, est-ce que je le fais pour les bonnes raisons, quel est mon projet à long terme, court, moyen, long terme. Donc en fait, avoir cette introspection et cette recherche également du savoir. Parce que sans savoir, on ne peut pas aller bien loin, on peut aller dans la mauvaise direction. On se dit, je vais aller là, mais en fait, on part ailleurs. Donc je pense être vigilant, mais ça c'est une question de sensibilité de chacun, de faire ce travail sur soi, de se dire où est-ce que j'ai envie d'aller, qu'est-ce que j'ai envie de devenir, et aussi se dire j'ai envie de faire ce travail sur moi pour comprendre les choses. Parce qu'un entrepreneur ne peut pas entreprendre dans quelque chose qu'il ne comprend pas. Bien sûr. Voilà. Et malheureusement, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui entreprennent sur des choses qu'ils ne comprennent pas. Et il y a quelque chose d'intéressant que je retrouve pas beaucoup chez les entrepreneurs musulmans, parce que souvent, voilà, tu entreprends, tu crées ton business, et tu seras soit dans la recherche, tu entreprends un projet, tu seras soit dans la recherche d'abondance économique, soit dans la recherche de créer finalement un bienfait derrière ton projet. Mais la plupart des créateurs de projets, ça va être blanc ou noir.
C'est soit je crée un projet pour un bienfait, et souvent ils vont faire des appels aux dons, etc. Ou soit je crée un projet pour l'abondance économique. L'idée, et c'est là où je ne retrouve pas beaucoup d'entrepreneurs musulmans, c'est qu'en fait, c'est pas blanc ou noir, il y a une nuance. Et on peut trouver un modèle hybride qui pourrait créer, en fait, où un entrepreneur musulman pourrait créer derrière un projet qui a pour but l'abondance économique, mais par lequel pourrait en fait, résulter une forme de sadaqa jariya. Tu vois. Et comme ça, tu as le projet de bienfaisance qui est hybride, en fait, qui est couplé à ton projet d'abondance économique. Et ce modèle-là, je ne le retrouve pas beaucoup. Il faut savoir que, voilà, déjà, on est taxé en tant qu'entrepreneur. On est taxé, ça c'est OK. Et le but d'un entrepreneur, c'est de limiter au maximum ses taxes, à travers certains montages ou à travers certaines stratégies. Enfin, l'objectif, c'est surtout d'avoir voilà. Mais pourquoi est-ce qu'on ne réfléchirait pas sous forme de rajouter une forme de taxe qui serait s'auto-rajouter en fait, cette forme de taxe qui serait la sadaqa jariya, où par exemple moi, chacun de mes clients, 10% du chiffre d'affaires que mes clients me rapportent est investi directement en sadaqa jariya. Je parle d'investissement parce que c'est un investissement pour le dollar. Mais c'est vrai que les gens ne le voient pas comme ça. Et c'est marrant parce que je leur dis, il y a une partie de votre achat qui va être investie en sadaqa jariya à votre nom. Ça peut même les motiver encore plus. Exactement, en tout cas pour les musulmans, oui. Et exactement parce qu'ils se retrouvent en fait, avant même de pouvoir consommer ce pourquoi ils sont venus acheter, avoir déjà finalement un certain retour sur investissement à travers leur sadaqa jariya qui représente 10%. Donc même si je me fais taxer à 20-22%, derrière, je vais me rajouter les 10%, ou du moins, je peux aussi, ou n'importe quel entrepreneur peut rajouter 10% à son prix initial, qui sera lui pensé pour la sadaqa jariya, à son nom ou au nom de son client, ou même les deux, à 5%, donc 50-50. Et ça, je ne le retrouve pas suffisamment. Et je trouvais intéressant de pouvoir en parler pour finalement inspirer en fait, et transmettre ça aux autres entrepreneurs. Je te garantis à 100% que tu vas signer ton premier client dans les 3 prochains mois. J'interromps très rapidement cette vidéo pour te présenter une solution qui changera tout pour toi. Imagine un business en ligne qui te permettra de travailler de chez toi et partout dans le monde selon tes propres horaires et de manière 100% éthique. C'est ce qu'offre aujourd'hui le marketing digital. Avec un marché immense de plus d'1 million de créations d'entreprises par an, juste pour la France, ces entreprises n'ont ni le temps ni la compétence pour être suffisamment visibles en ligne de manière moderne et professionnelle. La solution que je te propose n'est pas une simple formation, c'est un accompagnement personnel sur 3 mois avec moi-même. Pour atteindre tes objectifs, tu dois réfléchir comme un sportif de haut niveau. Un judoka par exemple, s'il a pour objectif d'être champion olympique, alors il doit être accompagné par un entraîneur qui a déjà atteint cet objectif. C'est le meilleur moyen pour lui de réussir. C'est pareil pour le business. Si ton objectif c'est la liberté géographique par le business en ligne, alors je peux t'aider à atteindre cet objectif. Et cerise sur le gâteau, je te garantis la signature de ton premier client dans les 3 mois. Ensuite, tu auras juste à répéter la méthode et les différentes stratégies pour recommencer encore et encore. En d'autres termes, tu n'as rien à perdre. La prochaine session de 3 mois ouvre très bientôt. Les places sont limitées. Je sélectionne moi-même les candidats et je les accompagne en personne. Ne perds plus de temps pour t'inscrire. Clique sur le premier lien en description. On reprend la vidéo. C'est important d'avoir toujours une petite partie. Ça permet, on va dire, de toujours garder ce pourquoi on le fait. Tu vois, c'est d'institutionnaliser dans notre modèle économique une partie pour. Mais c'est pour ça que d'ailleurs. Oui, finalement, c'est l'expression de l'intention. Mais en fait, ça se couple à autre chose. C'est-à-dire que dans la religion musulmane, il y a, et c'est pas pour rien que c'est un des piliers, c'est la zakat. Oui, exactement. Et la zakat, elle est obligatoire pour les personnes qui atteignent un certain montant de richesse. D'accord ? Et donc, en fait, la zakat, elle est aussi, c'est quand même un pilier. Ça veut dire que c'est un honneur pour celui qui la donne d'accomplir ce pilier-là. C'est-à-dire que l'islam incite les musulmans à acquérir la richesse pour avoir l'honneur et le privilège de s'acquitter de la zakat. De la zakat. Ouais. Donc c'est quand même, pareil, ça sera, je veux dire, on parle de bénéfices, etc. C'est que en fait, l'entrepreneur qui va faire beaucoup de bénéfices, en fin de compte, il va atteindre le seuil, il va verser un pourcentage.
D'accord. Ouais, bien Donc sûr. effectivement, c'est un pourcentage qui est beaucoup moins élevé que les 10, mais effectivement, là, Après, l'idée des 10%, c'est peut se rajouter que en plus, tu évidemment. peux participer Ouais. et je veux dire, tu peux exprimer ton intention à travers ton système et ton propre système économique avant même d'être éligible à la zakat. Oui, tu vois. tout à fait. Et comme tu as dit, c'est aussi un argument commercial pour ton ouais, client ouais. qui, lui, si ton client est musulman, Ouais. derrière, il trouve un intérêt de pouvoir acheter chez toi. Mais l'intention est très, ouais. très importante parce qu'aujourd'hui, on voit quoi? On voit que dans un certain nombre de business, ils utilisent la religion pour vendre, notamment en mettant halal. C'est quoi le certificat? Halal. La viande halal, les babouches halal, les sandales halal, l'eau halal, tout ça existe. Oui, bien sûr. En Asie, il y a, oui, bien il y a sûr, des Mars tout. et des sneakers Ah oui, halal. bien sûr, tout existe. Mais en fait, c'est contractuel dans- encore. oui. C'est parce qu'ils disent qu'il n'y a pas de gélatine à l'intérieur, donc c'est halal. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que derrière, il faut être très vigilant parce que il faut faire le travail de se dire qu'est-ce qui est halal, qu'est-ce qui n'est pas halal. Après là, effectivement, c'est de la redistribution de richesse sur ce point-là, non. Mais juste dans l'argument marketing, parce que tu dis ça peut être un argument marketing, etc. Je dis oui, mais cet argument marketing, il est utilisé déjà par certains, par beaucoup, par toute une industrie qui utilise ça et avec énormément de consommateurs et qui font des milliards. Et donc là, ça peut être dangereux parce qu'en fait, ces milliards qui sont là, ils ne sont pas réinvestis dans des bonnes œuvres. Et donc c'est là où il faut réinterroger le système économique. Les boucheries halal, etc. Bon, est-ce que c'est vraiment halal? Est-ce que ça veut dire quoi halal? Halal, ça ne veut rien dire halal, autorisé. Qu'est-ce que ça veut dire de la viande Ouais. Et puis encore une fois, rien n'est blanc ou noir. Exactement. Donc c'est pour ça que quand on parle des arguments marketing, etc., il faut être très vigilant sur les slogans et sur l'aspect. Par contre, on peut dire de la viande éthiquement abattue. Dans le commerce, il faut savoir que le commerce, ça fait partie dans les sciences islamiques de ce qu'on appelle le mu'amalat, le relationnel. Ok. D'accord. Ouais. Il y a le relationnel et l'ibadat, le cultuel, les actes rituels, cultuels. D'accord. Le commerce, il rentre dans le mu'amalat, c'est les échanges, la manière dont on échange avec autrui. Maintenant, le droit musulman, les savants, ils étudient qu'est-ce qu'il est autorisé ou pas de faire dans ces relations-là. Ok. Tout en se basant sur les textes, mais en essayant de comprendre le contexte, c'est-à-dire l'esprit du texte, pour savoir si, dans notre situation aujourd'hui, les textes viennent confirmer, infirmer, dire que c'est possible, c'est pas possible, c'est déconseillé, etc. Donc là, on parle de commerce, de dropshipping. Les savants, ils vont regarder à l'époque qu'est-ce étaient les relations commerciales, okay, ouais. Et ils vont faire le parallèle aujourd'hui. Est-ce que éthiquement, ça correspond à la même chose qu'avant? En prenant en compte le contexte. En prenant en compte le contexte. Bien sûr. C'est pour ça qu'il faut être spécialiste pour comprendre et les textes et le commerce aujourd'hui. Il faut avoir les sciences religieuses, parce qu'il faut revenir aux textes, aux principes, etc. Et en même temps, revenir à notre contexte, à notre réalité économique. On ne peut pas aujourd'hui faire une fatwa alors qu'on ne connaît pas la réalité économique. On ne connaît pas c'est quoi Internet, on ne connaît pas... parce qu'il y a des personnes, elles sont là, 90 balais, en Arabie Saoudite, je ne suis même pas sûr qu'il ait de téléphone, et il donne une fatwa en se basant juste sur ce qui lui est rapporté, mais sans faire des recherches approfondies. Et donc là, il y a des personnes qui prennent ces petites vidéos de 30 secondes, on interroge des savants d'Arabie Saoudite, pour dire ah ben non, c'est halal, c'est haram. Ça me rappelle comme l'histoire du fax. Quand le fax est sorti, il y a eu des premières fatwas qui disaient que c'est interdit parce que c'est une œuvre des shayatines et que c'était des djinns. Mais comme les téléphones. C'était des djinns qui rapportaient des documents à l'autre bout du monde parce que c'était trop rapide. Mais et il y avait une méconnaissance en fait de la technologie qu'il y avait derrière. Exactement. Mais c'est comme la télévision, c'est comme les images. Aujourd'hui, il y a encore des gens qui disent les images, on n'a pas le droit de prendre des photos de téléphone, etc. Parce qu'en fait, ils ne comprennent pas c'est quoi Après, ça diverge. Chacun va. En fait, chacun en fonction de son opinion et de sa réflexion. Mais non, c'est pas l'opinion. Là, on ne parle pas d'opinion-réflexion. C'est que il n'y a pas de recherche suffisamment approfondie. Non, des fois, il y a des recherches. Il y a des savants qui sont là, mais qui font des parallèles qui ne sont absolument pas les bons. Parce qu'ils ne connaissent pas la réalité. Parce que pour eux, tu as une image dans ton téléphone, peut-être ça risque de mener à de l'idolâtrie. Alors que tout dépend de l'intention. Mais lui, quand il est né, quand il avait 30 ans, il n'y avait même pas de téléphone. Il a vécu toute sa vie avec l'idée que les images, c'était pas... Donc aujourd'hui, tu as tout un commerce, Internet et tout, ça vient bouleverser tout. Ça fait 20 ans, 20 ans qu'il y a vraiment une trentaine d'années qu'il y a Internet. Ça change tout. Donc effectivement, il faut toujours avoir ce recul-là et avoir le bon contexte, les sciences d'aujourd'hui, connaître l'économie, la psychologie, la sociologie, le droit, parce que tu ne peux pas donner de réponse si tu ne connais pas ces éléments-là. L'informatique, oui, on va en parler peut-être, mais la blockchain, etc., c'est technique. Il faut être au courant tous les jours, il faut suivre l'actualité de ce qu'il y a. Sauf qu'il y a des gens qui sont là, même le dropshipping, il évolue tous les jours. Les pratiques, elles évoluent. C'est vrai.
Donc voilà. On parlait tout à l'heure de l'effet de panier de crabe et cet auto-sabotage. Et justement, ça me fait penser à quelque chose où les entrepreneurs, où il y a une forme finalement d'auto-sabotage dans la notion de riba. Parce qu'aujourd'hui, en tant que musulman, si on ne veut pas pratiquer le riba, donc les prêts, les prêts à intérêt plutôt, les intérêts. Je ne suis pas d'accord. Le riba, finalement, c'est quoi? Déjà, on va définir le riba. Ouais, Déjà. c'est ça, ouais. On va définir le riba. Pour moi, le riba, c'est les intérêts dans un prêt. Et on peut le définir aussi grâce au verset de la sourate 2. Alors, les versets 275 à 278. Dieu a permis le commerce et interdit le riba. Si quelqu'un renonce au riba après l'exhortation, qu'il garde ce qui est passé, mais s'il revient, il sera parmi les gens du feu. Dieu anéantit le riba et fait fructifier la charité. Ô vous qui croyez, abandonnez le surplus qui reste du riba si vous êtes croyants. Si vous ne le faites pas, alors recevez l'annonce d'une guerre de la part de votre Seigneur et son messager. Mais si vous vous repentez, vous garderez votre capital. Ne lésez personne et vous ne serez pas lésés. Voilà, ne lésez personne et vous ne serez pas lésés. C'est important parce que tout à l'heure, ce qu'on disait, c'est que c'est l'éthique dans le commerce. Il rappelle le principe. Ne lésez personne Et vous ne serez pas lésés. et vous ne serez pas lésés. Mais justement, ce qu'il dit là, c'est que le riba est Ça une lèse. forme. Oui, évidemment que ça lèse. Et exactement. Mais maintenant, c'est quoi riba? Parce que les gens, le terme est Par cité, exemple, mais tu vas voir dans certaines traductions, ils vont te dire le prêt à intérêt. En fait, le riba, c'est pas le prêt à intérêt. Par exemple, toi, tu es mon ami, tu as Ouais. besoin d'argent. Ouais. Moi, voilà, tu as besoin de 10 000. Mhm. Je te prête 10 000 à une seule condition, c'est que tu me rends 11 000. Ouais. Là, tu as 1 an pour me les rendre. Oui. Là, j'ai un intérêt à te prêter mon argent Oui. parce que mon intérêt, c'est 1 000 euros. Oui. Combien même Ouais. cet accord, il serait réciproque et Ouais. contractuel, Ouais. ça reste du riba. Non. Ah oui? En fait, c'est pour ça qu'il faut revenir au contexte. En fait, on ne peut pas comprendre. Donc là, tu dirais que je m'auto-sabote en refusant quelque part. Ah oui. En fait, c'est plus complexe que ça, parce que là, tu as donné une situation. Tu n'es pas allé jusqu'au bout du raisonnement. C'est Parce pour- J'ai vraiment Ouais, arrondi mais les ongles. je vais revenir sur ton exemple à la fin. Dis-moi. Parce que les gens, ils ne comprennent pas qu'est-ce que c'est que riba. Déjà, il y avait plusieurs types de riba. Là, on parle de riba de jahiliya, celle qui était pratiquée avant l'arrivée de l'islam, Recontextualiser. qui était toute simple. Il faut savoir que ce qu'on appelle riba, c'était déjà interdit, par exemple, chez les juifs, avant, dans la Bible, etc. D'accord? Donc, ce n'est pas quelque chose qui est spécifique à la religion musulmane. Les musulmans, ils pensent qu'ils sont les seuls à avoir interdit une pratique commerciale concernant le prêt. Maintenant, on va rentrer un peu plus en détail pour savoir de quoi il s'agit. À l'époque du prophète, il y avait des commerçants qui avaient de l'argent. D'accord? Et il y avait des personnes qui étaient dans le besoin. Elles en avaient besoin, d'accord, pour vivre, pour manger, etc. Et ces personnes allaient demander de l'argent, allaient demander un prêt. Les personnes se mettaient d'accord. Je te prête 10 000, tu me rends 10 000. Non, plus du coup. Hein? Et tu me rends Plus. non, ça peut même être tu me rends 10 000, même avec zéro. Oui, mais dans ce cas, il n'y a pas de riba. Non, Oui, je vois. c'est pas. Non, si, il peut y avoir. Enfin, il y a pas il peut y d'intérêt, avoir- je veux non, dire. et si, il peut. Tu me prends 10 000, je te rends 10 000. Mais en fait, le point, parce qu'en fait, il faut rentrer dans le contractuel. C'est dans la suite. Les personnes n'arrivaient pas à rembourser à la fin du délai. Et là, le prêteur dit très bien, tu n'as pas réussi à me rembourser, c'est pas grave. Maintenant, je te laisse un délai de 1 mois. Et si dans 1 mois, tu ne m'as pas remboursé, tu me rembourses tant. Les 1 mois arrivent, tac, tac, tac. Donc ce serait l'équivalent d'intérêt de retard, finalement. Exactement. Et en fait, il augmentait de manière exponentielle jusqu'à quoi? Jusqu'à ce que la personne finisse complètement ruinée et qu'elle finisse esclave. Oui, parce que Et sa famille. si je ne peux pas rembourser tant, je ne pourrais pas rembourser plus que tant. Voilà. Et donc, la personne finit esclave. D'accord? Et du coup, c'est qui est lésé dans cette histoire? c'est la personne qui C'est veut la personne demander. Mais quelque part, c'est la personne qui finit esclave, mais l'autre personne qui a prêté aussi, elle est lésée. Non. Parce qu'elle n'a pas récupéré. Non, elle récupère avec l'esclavage. Ah oui, techniquement. Mais c'est ça. Mais en fait, si tu ne Oui, comprends pas techniquement. cette logique-là, tu ne peux pas comprendre. Donc en fait, tout simplement, c'est quoi? C'est des personnes qui avaient de l'argent. Il y avait des personnes qui étaient dans le besoin, qui venaient demander. Elles n'étaient pas en capacité de rembourser. Les personnes profitaient de cette situation-là pour les rendre esclaves. Au lieu de la facilité. Donc là, elle augmentait de manière exponentielle pour qu'à la fin, la personne finisse esclave. Donc là, Dieu déclare la guerre à des personnes qui vont utiliser leur argent pour rendre esclaves d'autres personnes. Après, c'est Donc, intéressant. C'est pas C'est la intéressant même cette manière. chose. C'est pas Bien la même sûr, chose bien sûr. que si, par exemple, toi, tu es commerçant. Moi, je suis commerçant. Déjà, on ne part pas du tout sur la même logique. D'accord? Parce que entre commerçants, il n'y a pas de riba. On n'est pas sur la même logique. D'accord? Le commerçant, il investit, il connaît les risques, il sait qu'il doit rembourser, etc. Le
le particulier qui vient voir le vendeur, le banquier, c'est pas la même chose. Et le riba, elle est interdite pour qui? Pour le banquier, pour celui qui prête, pas pour celui qui est dans la nécessité de faire le prêt. Donc les personnes, quand elles ont la nécessité de faire le prêt, parce qu'aujourd'hui, on va y venir. Il y a des fatwas d'ailleurs sur la nécessité, La et cette notion de nécessité, voilà, c'est quoi ouais, trois c'est nécessités. la santé, Donc, la... je résume les 3 positions sur le riba. La première, c'est que c'est totalement interdit. Aujourd'hui, faire un prêt immobilier à la banque, c'est la même chose que la situation des banquiers et des personnes dans le besoin de l'époque, d'accord, et qui finissaient esclaves. La deuxième position, c'est la nécessité. Il y a une nécessité parce que il n'y a pas de possibilité d'acquérir sa maison autrement et qu'on est, au final, on risque d'être esclave d'une autre manière. À la fin, on finit toujours locataire, on risque d'être dans une difficulté financière. À la retraite. Est-ce qu'on peut C'est un vraiment- argument, c'est un argument. Ouais. C'est un argument. Est-ce qu'on peut vraiment qualifier d'une forme d'esclavage le fait d'être locataire finalement? Non, non, mais il y a des personnes qui, à la retraite, gagnent beaucoup moins que lorsqu'elles gagnaient là. Donc en fait, elles peuvent vraiment se retrouver endettées à partir d'un certain âge. D'accord ? Troisième position, c'est que le riba de l'époque du prophète, c'est une pratique qui n'a rien à voir avec le prêt immobilier aujourd'hui. Et moi, je considère que le riba du prophète, le riba dont parle le Coran anté-islamique, n'a rien à voir avec le contrat immobilier dans le droit français. C'est deux choses. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Si on ne comprend pas la logique économique de le prêteur dans la nécessité, il finit par devenir esclave avec le prêt immobilier aujourd'hui. Aujourd'hui, tu fais un prêt, tu as une assurance, d'accord ? Tu ne rembourses pas, ils te prennent ton bien, tu ne finis pas esclave. Ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, tu vas emprunter, tu dois pas dépasser 35% de ton revenu, tu dois avoir un apport, les conditions sont faites pour que tout se passe bien. Et que même si ça ne se passe pas bien, il y a des moyens de récupérer l'argent. Donc en fait, faire des parallèles comme ça, et effectivement, il y a beaucoup de gens qui s'empêchent de faire un prêt immobilier, parce que là on parle du prêt immobilier. Voilà. C'est surtout, parce qu'on ne parle pas de prêt à la consommation. En tant C'est un autre, qu'entrepreneur et entrepreneur musulman, Ouais. il y en a beaucoup qui passent par le business, le pilier de l'immobilier, Ouais. et parce qu'il y a plusieurs opportunités Ouais. dans l'immobilier. Ouais. Il y a l'achat-revente, il y a bien sûr La le locatif, sous-location, ouais. la sous-location, bien sûr. Et nous, en tant que musulmans, on essaie de trouver des solutions des solutions. Ouais. qui ne mettent pas en cause une L'éthique, forme ouais. de riba finalement. Ouais. Et mais c'est pour ça pas- que beaucoup passent d'ailleurs par la sous-location. Moi-même, je suis passé par la sous-location. Et tu vois, c'est intéressant ton point de vue, parce que je le comprends tout à fait, mais je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce que déjà, il y a un consensus Non. sur le riba. Non. Mais Oui. Non, la réalité, oui, c'est qu'il y a un pardon. consensus. Il y a un consensus sur le riba, évidemment, c'est interdit. Il y a un Mais il n'y a consensus. pas un consensus sur qu'est-ce que c'est que le riba. Mais finalement, oui, d'accord. Mais je veux dire, il y a Ah, un oui, consensus sur le riba, c'est interdit. C'est On est d'accord. interdit, moi j'ai jamais dit Mais que c'était autorisé. Le consensus, Attention, faut pas me faire dire le des choses consensus, graves. il a défini le riba comme étant Non. l'intérêt qu'on vit Non, aujourd'hui. pas du tout. Donc, Pas du tout. aujourd'hui, les 4 écoles sont Mais non. En fait, valident le fait qu'un prêt immobilier, il n'y a pas de riba, même s'il y a des non, mais en intérêts. fait, quand tu dis les 4 écoles, ça veut. Mais aujourd'hui, Les 4 écoles, les Aujourd'hui, c'est 4 sur grands quoi savants des 4 écoles. Déjà, c'est pas tous les savants. Déjà, il y a des savants qui ne rentrent pas dans ces écoles-là. il y a leurs Admettons, élèves. Il y a leurs disciples, élèves, leurs disciples, très bien. Mais en fait, c'était il y a très très longtemps. Il n'y avait pas les Mais aujourd'hui, prix leurs immobiliers élèves. d'aujourd'hui. Oui, mais les élèves. Mais aujourd'hui, les savants, ils ne sont pas d'accord aujourd'hui sur les prix immobiliers. Si tu dis qu'il y a déjà Donc il y a une consensus- divergence. Non, quand tu dis qu'il y a consensus, déjà, le mot consensus, il ne fait pas l'objet d'un consensus. Selon les écoles, le consensus, il était présent que chez les tabi'i, enfin chez les compagnons, etc. Donc ils vont te dire, après cette époque-là, il n'y a jamais eu de consensus. Tous les savants, c'est impossible d'aller savoir dans le monde entier, tous les savants, c'est quoi leur position. Donc tu ne peux pas dire qu'il y a un consensus. Il suffit qu'il y en ait un seul qui dit non, moi je suis pas truc, ça veut dire qu'il n'y a plus de consensus. Et ça, tu ne peux pas le vérifier. Après, je parle de consensus quand je parle des parle de majorité. des 4 grandes écoles qui sont d'accord Mais sur les un quatre sujet en grandes- particulier. Mais non, mais c'est pas ça le consensus. Le consensus, c'est pas le Consensus, consensus c'est des 4 grandes écoles. C'est pas le consensus des 4 écoles. C'est le consensus des savants. Des savants Non. qui représentent les 4 grandes écoles. Mais l'islam, il n'y a pas que 4 écoles. Oui, d'accord. Ah, Mais aujourd'hui, attention, non, parce que les gens, ils se- aujourd'hui, en tant que musulmans français, nous, on se réfère à quoi? On se réfère au Coran, au Hadith, on se réfère aux 4 écoles finalement. Non. Aux savants. Aux savants. Aux savants. Mais pas aux 4 écoles. Mais, Non, mais- c'est faux. Oui, mais donc aujourd'hui, les musulmans ne se réfèrent pas aux 4 écoles. Non. Quand ils se posent, Ah, non. quand ils se posent une Non, question, non, non. quand Je ils vont t'assure que chercher en fait une fatwa, ils vont oui. pas chercher en fonction de voilà quelle école pense quelle. Non. Les musulmans aujourd'hui, ils savent pas du tout. Ils te disent oui, moi je suis l'école malikite parce que je suis d'origine maghrébine, mais dans les faits,
tu regardes comment il fait les ablutions, c'est pas selon l'école malikite. Donc en fait, quand tu dis l'école malikite ou tu dis l'école hanafite, en fait à l'intérieur, tu as une nébuleuse. Ça veut dire que tu as énormément de contradictions. Donc quand tu dis On va dire qu'il y a des micro-divergences. mais tu as des écoles qui sont d'accord, et par exemple, Voilà. t'as deux écoles qui sont d'accord, deux écoles qui sont... En fait, elles sont d'accord des fois, mais pas pour les mêmes raisons. Ok, Elles vont d'accord. te dire c'est interdit, Mais mais du coup, là, interdit pour cette raison-là. On est d'accord que les 4 sont d'accord sur l'intérêt. Je vais pas dire riba parce que Non, ça me donne mais riba. non, mais dans ce cas, Sur dans ce cas, non. l'intérêt, Mais dans ce cas, non. l'intérêt- Dans ce cas, non. Parce qu'aujourd'hui, Mais en fait, à aujourd'hui, je l'époque- consulte n'importe quel savant de l'une des 4 écoles et que je lui parle d'un projet immobilier dans lequel il y aurait des intérêts, il me parlera de riba. On n'est pas sûr d'accord sur ça? Est-ce que tu es sûr et certain? Moi, jusqu'à maintenant, oui, j'étais sûr. Jusqu'à ce que tu me poses la question. Je sais pas. En tout cas, Non, en tout cas, moi, ce que je veux dire, c'est que déjà, partir avec la logique des écoles, tu t'imites déjà, parce que les écoles, elles ont été créées, elles sont nées De dans un moment. divergence. Non, elles sont nées dans un moment où il n'y avait pas de banque. oui, mais leurs disciples, ils sont là aussi pour créer des Mais les froids et pour recontextualiser en fonction de notre époque. Oui, mais d'accord. Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui suivent les écoles, mais en fait qui suivent à la lettre, c'est-à-dire qu'ils recomptent, ils suivent. Enfin, Nos savants d'aujourd'hui, c'est les disciples des savants d'hier. oui. Eh bien, Mais il y a quelque des part, savants d'hier qui disaient que. quelque part, chacun a suivi son savant, son référent finalement. Oui, mais en fait, quand tu dis riba, déjà il y a plusieurs types de riba. Déjà, riba al-nasi'a, riba al-jahiliya, riba al-fadl. Donc déjà, quand tu commences à rentrer dans ça, riba c'était sur des types de produits. Enfin, on ne va pas rentrer Là, dans la on va technique. parler vraiment de l'immobilier. Mais oui, mais à l'époque, il n'y avait pas de banque. Ça fait que depuis on va dire, une centaine d'années. Donc on ne peut pas... aujourd'hui, il faut voir les savants d'aujourd'hui qui vont te dire, est-ce que la pratique commerciale à l'époque du prophète correspond éthiquement à ce qui se fait aujourd'hui? Et là, tu fais un parallèle, tu compares. Est-ce que aujourd'hui, quand tu fais un prêt immobilier, tu voles quelqu'un? Non, tu voles personne. L'argument qui est sorti aujourd'hui sur les prêts immobiliers, tu sais c'est quoi? Sur pourquoi riba, en gros c'est le prêt immobilier. En gros, c'est le fait que le système bancaire est un système qui court à sa perte. Voilà. C'est une sorte de critique anticapitaliste du profit et de la création de la richesse. Voilà. C'est ça l'argument. Mais ça, c'est un argument c'est pas qui le est seul. un argument économique. Oui, C'est pas un j'ai déjà argument entendu religieux. parler de cet argument, et il y a un autre argument économique, et justement c'est mon second point, parce que justement j'avais 2 points. Le premier point c'était le consensus, 2 points pour lesquels je suis pas d'accord avec toi. Le consensus, et le deuxième point, oui, enfin, Non, mais admets qu'il y a pas de c'était mon consensus. premier point, tu vois. Oui, mais- Et mon second point, c'est aussi les conséquences macroéconomiques. Parce que le fait de participer à on va dire, finalement à ce contrat pour lequel, à un accord réciproque de ce contrat, le fait de participer à ça, on participe aussi indirectement à des événements macroéconomiques qui peuvent léser d'autres Mais on personnes. n'est pas responsable des événements macroéconomiques d'un point de vue éthique. Mais Et tu peux être responsable. Je suis pas d'accord. Regarde par exemple. à partir du moment où le législateur, où les États autorisent cette pratique, et que cette pratique, elle, fait tourner l'économie. D'accord? En fait, le prêt, il a fait tourner l'économie depuis la naissance de l'humanité. Donc quand tu dis que oui, le prêt avec des intérêts, mais non, ça a toujours l'humanité. Moi, après, je suis la voix de la majorité aussi. Parce Mais que la majorité, c'est on pas est d'accord la que- majorité, c'est pas la vérité. On est mais Parce que non, la c'est majorité, pas forcément la vérité. Tu serais Je te resté dis- polythéiste à l'époque du prophète. Ah bah oui. Non, mais il y a des- À part, bah oui, tu Là serais aujourd'hui, parmi les musulmans, la majorité, elle pense un peu comme moi. Et resté- C'est pas ça ne parce veut pas dire que c'est la majorité, vérité, bah oui. mais c'est pour te dire que ça ne veut pas dire aussi que c'est pas forcément la vérité. Oui, mais si on veut faire un raisonnement par l'absurde, je peux sortir des idées que la majorité pense, et ça va te paraître tellement absurde que tu vas te dire. Donc ouais, tu mais- penses que, en tant que finalement signataire d'un contrat dans lequel il y aurait de l'intérêt, même s'il y a des effets macroéconomiques même s'il y a des conséquences macroéconomiques sur ta signature, tu n'en es pas Ah, responsable. mais ça dépend. Là, on rentre dans l'éthique. Si toi, tu Mais signes oui, un contrat si avec... tu lèses quelqu'un d'autre indirectement à travers le contrat que tu viens de signer parce Non, qu'il y a mais des intérêts. On peut pas faire l'effet papillon et commencer à essayer de voir. Mais oui, mais c'est ça, riba. Mais non, On c'est fait pas pas ça, riba. Non, riba, c'est contraignant d'un point de vue. C'est entre les deux co-contractants. C'est est-ce que tu trompes ou est-ce que tu rends esclave ton co-contractant en le lésant et en usant de ta position dominante. Ok. C'est ça. Et intéressant. même aujourd'hui, dans le droit français, c'est interdit. C'est pour ça que la banque elle a l'obligation de vérifier que le co-contractant est en capacité de rembourser. Si elle ne le fait pas, le prêt, il est annulé. Ok, d'accord, c'est intéressant. Donc, si on reprend la définition de riba originelle, la définition originelle du riba, Ouais. dans son contexte, ok, on est d'accord que Dieu fait la guerre, enfin, Oui. vous recevez l'annonce d'une guerre de la part de Oui, Dieu et de son messager. Oui, oui, oui.
On est d'accord qu'on parle des deux parties ici. Non. On parle de celui qui laisse l'autre, c'est-à-dire parle de celui qui laisse. prête. Parce qu'aujourd'hui, riba, C'est celui qui prête. elle met en cause les deux parties. En Oui, fait, mais c'est ça les deux parties qui signent. Mais oui, mais c'est pour ça que aujourd'hui, c'est pour ça qu'il faut comprendre. Donc pourquoi est-ce qu'aujourd'hui elle mettrait en cause les deux parties Alors et elle qu'à ne les mettrait l'époque- pas à l'époque? Mais c'est parce que les gens ils sont pas étudiés. Mais je pense que, L'interdiction, elle est faite pour je pense qui que les étudiants des 4 écoles ont étudié. Pourquoi ils n'auraient pas étudié? Est-ce que j'ai dit qu'ils n'ont pas étudié? Je dis T'as juste dit les gens, qu'aujourd'hui- ils ont pas Non, mais les savants, Ouais. ils savent très bien que l'interdiction de riba, elle visait les personnes qui faisaient le profit. C'est qui fait le profit dans un prêt? C'est pas celui qui fait le prêt. C'est celui qui Sauf le si donne. l'intention de celui qui Mais reçoit oui. ne rembourse pas. Ouais, Ouais, je exactement. Est-ce que tu comprends? Donc en fait, si tu vois. Alors mets pourquoi même... aujourd'hui c'est les deux parties qui sont impliquées? Aucune idée. Et moi je pense Ouais. que si aujourd'hui les deux parties sont impliquées, c'est parce que toi en tant que signataire, tu fais, comment dire, mais tu c'est-à-dire fais t'anticipes. participer Oui. le, Mais c'est pas ce qui est marqué dans les le textes. fait que les autres Ouais. soient lésés. Oui, mais tu anticipes. En fait, tu te crées une obligation ou une interdiction qui n'est pas celle dans les textes. Intéressant. L'alcool, c'est interdit, c'est dans les textes. Si je vends de l'alcool, j'en bois pas, donc j'aurai le droit de le vendre. Ça, c'est une autre question. Mais non, parce que regarde, C'est si- pas regarde, interdit. si- Ce qui est si- interdit, c'est de le boire. Voilà. Mais si je le vends, je participe à l'économie de l'achat Ça, et de la revente. ça dépend quelle situation. Là encore. Mais je finance le vigneron qui a Oui. fait cet alcool-là, Ok. et quelque part, je l'incite à en faire davantage, parce que moi, c'est mon profit, c'est par lequel Ouais, je mais ça gagne. dépend- ça- oui, Alors, mais je ça- le bois pas, Oui, non, mais je fais tourner l'industrie. Mais toi, tu fais pas tout seul, tu fais pas tourner l'industrie. Non, mais hein. moi et tous les autres, on participe à tout ça, alors que si les deux parties Mais ta étaient engagées, oui, mais ta responsabilité. si les n'est- deux parties sont engagées, il n'y a plus personne qui le fait, et du coup, il y a beaucoup moins de personnes qui Ouais, boivent, mais- etc. mais ça marche pas comme ça. Là, c'est une question de C'est pareil, responsabilité. quelque part. C'était un parallèle. Tu vois. Ouais, mais les parallèles. J'essaye non, de- mais je comprends l'effet macroéconomique. Mais là, en gros, tu es en train de me dire, toi, par exemple, tu as un restaurant. D'accord? Ton chiffre, c'est impossible que ta boutique elle tienne si tu ne vends pas de l'alcool. Eh ben, je ferme boutique. Tu es dans la nécessité. Si c'est ton business, tu as définir investi la- dessus. Non, mais c'est du cas par cas. Le problème, c'est que les gens, ils veulent faire des règles générales alors qu'ils ne sont pas dans la situation. C'est une question d'intention, de comment c'est quoi ton Oui, objectif. il y a des conséquences à tout ça. Le vigneron, je le finance. Mais alors- les conséquences macroéconomiques, elles existent. Oui, mais toi aussi, tu finances les guerres dans le monde Mais- avec ta banque et en achetant. Enfin, Et le si but, on- non, justement, mais c'est de l'effet sortir au papillon. maximum de ça. Non, mais Parce non. que si toute la communauté sort Ben non, mais de c'est ça, pas possible. Mais c'est pas possible. Et Parce pourquoi que sinon, c'est tu finances. Ça veut dire que même à l'époque du prophète, le prophète faisait commerce avec des non-musulmans, avec des Qurayshites idolâtres. Ça veut dire quoi? Il finance le commerce des idoles? non, ça n'a rien à voir. Moi, je si. peux financer Si. un fournisseur qui n'est pas musulman. Ça, je pense que ça n'a rien à voir. Oui, mais à un moment donné, Mais quand par contre, si je finance quelque chose qui est interdit ou même pas que je finance, mais que je suis la conséquence de quelqu'un qui est lésé. c'est À qui qui est travers lésé? mais dans la macroéconomie. Oui, mais là, par exemple, dans le vin, qui est lésé? Non, là, c'est dans la macroéconomie, c'est une forme, il est lésé. Mais dans le vin, c'est pas pareil. Je finance quelque chose qui est interdit. Oui, d'accord. Mais c'était pour faire un parallèle Oui, avec oui. riba. Oui, mais c'est deux situations différentes. Parce que je le bois pas le vin, Oui, mais je participe oui, au fait que tout le monde puisse le boire. oui. Mais en fait, ça dépend si c'est ton objectif premier ou. Mais ça, c'est une autre question. C'est du cas par cas. Parce que les gens, ils comprennent. Il y a même des savants qui autorisent le fait. Je donne un exemple. Ça s'appelle ça rentre dans le capitalisme responsable. C'est-à-dire que, par exemple, aux États-Unis, il y a des églises qui prennent des actions, des parts dans des entreprises d'armement. Tu vas te dire, mais c'est incroyable, comment ça, une église qui rentre au capital, qui finance, ça veut dire qu'ils financent. C'est-à-dire que. Donc en gros, au niveau éthique, c'est pas, mais c'est en pas, fait, c'est pas ouf. Mais oui, mais en fait, le problème, c'est qu'il faut comprendre la logique économique. Mhm. Leur logique, c'est quoi? C'est qu'ils rentrent dans l'Assemblée générale, et ça veut dire qu'ils ont une voix. Ça veut dire qu'ils peuvent dire au conseil d'administration, écoutez, nous, on a 20% de la part de votre entreprise, on veut que maintenant, votre entreprise ne vende plus des armes à tel pays. On veut que votre entreprise, elle demande le casier judiciaire des personnes qui achètent les armes dans les armureries, voilà, etc. Donc ça montre que il est même autorisé, certains savants le disent, il est autorisé d'investir dans des entreprises qui sont, entre guillemets, immorales pour justement la rendre plus morale et pour faire changer les choses. Donc si on comprend Là, pas... on est toujours dans l'effet papillon et le fait de Oui, mais participer non, mais ce que dans je le veux dire, but, c'est que si on ne comprend pas la logique... l'intention aussi. Oui, exactement. Ouais. C'est que si on ne comprend pas la logique économique, l'intention, on peut vite s'égarer et commencer à interdire tout. Parce que dans ce cas, aujourd'hui, la loi, elle t'oblige à avoir une assurance. Tu vas dire, non, il n'y a que Dieu qui m'assure. Ben, non. À un moment donné... et donc là, on rentre dans des questions, et les gens, on va dire, rentrent dans des... tu sais, j'appelle ça des axiomes. C'est-à-dire des idées toutes faites qui ne m'ont jamais remis en question. Ah, c'est interdit de créer de l'argent sur la base de rien.
ne sait pas sur quoi ils le... Mais tu es d'accord que... En fait, ils oublient on est l'éthique quand même principale, dans c'est une- que tu n'as pas le droit de léser, tu n'as pas le droit de voler, tu n'as pas le droit de mentir. C'est ça la base. Le reste, les conséquences macroéconomiques en Chine de ton achat, toi, tu as une responsabilité qui est limitée. C'est ça l'éthique, c'est quelle est ta part de responsabilité dans le système économique. Si tu es un multimilliardaire, ta responsabilité individuelle, elle n'est pas la même que toi, petit contractant, qui a juste besoin de t'acheter une maison à 200 000 euros. Et si on reprend l'exemple, le parallèle, quelle est ta part de responsabilité, toi, en tant que gérant de restaurant, le fait de vendre de l'alcool à tes clients? Tu as une part de responsabilité. Non, Parce ceux que qui si veulent tu voir, ne ils pas, boivent. ils Non, auraient vu autre chose. Donc tu as une part de responsabilité. Non, mais c'est leur décision. Non, mais c'est leur décision. Et puis s'ils veulent aller boire, ils seraient allés boire ailleurs. Et maintenant, Donc, c'est super intéressant parce qu'il y a aussi nos éducations qui aujourd'hui, même si tu le permets, est-ce qu'aujourd'hui tu vendrais de l'alcool si tu avais un restaurant? Tu le ferais pas parce qu'on n'a pas été éduqué pour faire ça. Donc c'est comme si tu dis oui, c'est autorisé. Non, mais c'est une C'est question comme de sensibilité. ouais, parce que C'est tu comme dis je c'est vendrais autorisé, pas de- c'est autorisé, mais tu le ferais pas. Mais oui, mais c'est comme je peux très bien avoir une éthique qui m'empêche de vendre certains produits Mais parce que ça vient en quoi ce de serait une éthique certains, mais parce que ça vient de certaines zones géographiques que je Ah, ne sais pas, ok. parce que parce Ok, que donc ça- en ça gros pour peut- pas financer. Pour pas financer, donc ça aurait rien à Ou voir alors avec parce le que fait je de boire. considère- Non, ou alors parce que je considère que le produit n'est pas bon pour la santé, d'accord, des produits transformés, etc. Et c'est une question d'éthique. J'ai pas envie d'acheter des, je sais pas moi, du sucre ultra transformé et de le mettre dans les desserts que je fais dans mon restaurant. J'ai envie que tout soit naturel et bio et local. C'est ça mon éthique. Mais l'éthique, elle est variable. Il y a On peut du vin passer bio. de ça. Oui, mais il y a du vin bio, il y a du jus de raisin bio, il y a tout de bio. Mais ce que je veux dire, c'est... Et en plus, c'est pas parce que c'est bio que c'est éthique. Oui, bien sûr, bien sûr. Parce qu'il peut y avoir du bio non éthique, il peut y avoir Bien sûr, bien sûr. du bio pas responsable. Parce que le bio, il peut être ramené de l'autre bout du monde, au lieu d'acheter en circuit local. Donc c'est là où en fait l'éthique dans le commerce, elle est très complexe. En tout cas, encore une fois, et là cette fois c'est pour les banques, mais encore une fois, quand il y a un problème dans du coup les règles communautaires islamiques, derrière. Il n'y a pas de règle communautaire islamique. Non, C'est parce quoi que tout le monde, mais le principe de riba, derrière, il y a une solution qui se crée, c'est quoi? C'est la banque islamique. Mais ça n'existe pas. Oui, c'est l'arnaque. mais aujourd'hui. C'est l'arnaque qu'ils te disent. En fait, ils te disent quoi? Ils te disent Ce qui oui, me nous, on dérange, moi, respecte c'est vrai qu'il y l'islam. a quelque chose qui me dérange Ça coûte plus dans cher. la banque islamique, c'est quoi? C'est que c'est toujours ce problème contractuel Oui. où on va chercher un Un détournement, comme le oui. dropship, l'agent, Bah le fournisseur qui va se transformer en agent dans Oui, son contrat bah bien sûr. pour détourner une Mais forme de ils vont te contrat. vendre une maison plus chère et en fait, ils vont déjà. Parce que déjà, il faut expliquer le principe de la Ouais, banque vas-y, islamique. vas-y. Dans l'immobilier, Ouais. une banque islamique, moi je suis la banque. Toi, tu vas venir me présenter ton projet. Si moi, je veux financer ton projet, à ce moment-là, moi, en tant que banque, je vais acheter le bien et je vais te le revendre plus cher. Ouais. Tu l'achètes 120 000 et tu me le revends 150 000. Voilà, je te Et le en revends gros, il y a 150 30 000 de différence. Quelque part, j'ai fait 30 000 de marge, Ouais. mais c'est de la marge, ce ne sont pas des intérêts. Ouais. Et du coup, le contrat, il détourne cette forme de riba. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose avec lequel je ne suis pas à Et en l'aise. fait, ils vont juste changer le nom. Ils vont dire, en fait, c'est pas du remboursement de crédit, c'est des loyers. Enfin, ils vont trouver des termes pour en fait te dire, en fait, à la fin, tu payes la même chose. Tu payes une opération et en plus, on va dire dans les banques, il y en a qui disent qu'il faut faire attention parce que contractuellement, il y a des banques islamiques qui vendent, mais ça ne respecte pas le droit musulman parce qu'elles vendent quelque chose qu'elles n'ont pas. Donc il faut vérifier dans le contrat, etc. Mais comme j'ai dit, et comme l'imam Abu Hanifa a dit, c'est que ce qui importe, ce n'est pas le contrat, c'est le contenu du contrat et en fait les conséquences du contrat. Les conséquences du contrat. Conséquences du Aujourd'hui, les conséquences d'un contrat, d'un prêt immobilier avec un taux d'intérêt, elles sont macroéconomiques et en l'occurrence, on peut parler de l'inflation. Mais la vraie question, et je l'ai noté d'ailleurs, est-ce qu'on peut parler d'usure quand l'inflation est à 5% et que le prêt immobilier est à 3%? Ouais. Il y a beaucoup de gens Du qui coup, il est confondent- négatif, Ouais. le prêt. Non, mais il y a beaucoup de gens qui confondent l'usure et les intérêts. Ah, ça, c'est vrai qu'il y a une nuance. Il y a une nuance. Mais dis-nous. Eh oui. Ce sera intéressant. L'intérêt, c'est, par exemple, tu me prêtes 100 et je te rends 103. Ok? Il y a un petit intérêt. Ok. L'usure, c'est subjectif. Ça dépend des périodes, ça dépend de l'économie, ça dépend de plein de choses. Et ça a toujours été interdit, l'usure. Hein. Depuis très longtemps, on retrouve ces interdictions dans la Bible, etc. C'est un intérêt qui est excessif, mais vraiment excessif. Par exemple, il est commun, il est d'usage de faire un intérêt à 2-3%. Et là, je ne sais pas pourquoi, la personne qui te prête, elle te donne un prêt, mais à 25%. C'est de l'usure. Ça, c'est interdit par... Parce qu'elle pas te par- lèse volontairement, elle parce qu'elle profite d'une exactement. situation Et en pour plus- te léser. Et en plus, le droit l'interdit. C'est-à-dire que le droit français, aujourd'hui, il te dit, aujourd'hui, tu veux faire un prêt,
la banque elle a l'interdiction, lorsque c'est un taux fixe, de te prêter au-delà de, par exemple, si ça dépasse 5%, c'est interdit. Voilà. Ou 6%, ou 7%. C'est fixe. Ça veut dire que la Banque de France, elle vérifie, il me semble que c'est la Banque de France, vérifie si, en fonction de l'économie, si les taux d'intérêt augmentent, baissent, et puis le maximum que... voilà. Sachant que le taux d'intérêt, l'usure dans un crédit immobilier, c'est pas la même chose que l'usure dans un crédit à la consommation. Le crédit à la consommation, les intérêts sont encore beaucoup plus élevés. D'accord ? C'est pour ça que, en fait, c'est une question d'éthique. Moi, il faut toujours revenir à ça. C'est pour la personne qui veut faire un prêt, quels sont les conseils à lui donner ? Il faut que, lorsqu'elle contracte, il faut que, elle en ait besoin, un réel besoin. Une nécessité. Une nécessité, un réel besoin, pour aboutir à un projet qui est maîtrisé. D'accord ? C'est-à-dire qu'il faut qu'elle se soit bien renseignée, qu'elle ait un projet, un business plan, il faut que, voilà... De toute façon, la banque, elle le demande, ça. Exactement. Mais ce soit pas forcément. Un crédit à la consommation, elle ne demande pas. Ok. Tu as besoin de 2000 € pour je ne sais pas quoi, mais il faut que derrière, toi, tu saches que tu vas avoir les moyens de rembourser, que tu as un salaire qui puisse rembourser, que tu dépenses pas plus d'argent que tu n'en gagnes, etc. Et il faut avoir cette éthique-là, cette morale, le fait de se dire, j'emprunte, mais je sais l'intention, que, quoi. mais je sais L'intention que de rembourser. je vais pouvoir rembourser. C'est pas excessif, parce qu'il y a des personnes qui font des prêts pour tout et pour rien, et qui se surendettent. Après, on ne sait jamais. Regarde, après la consommation, tu achètes une voiture, une semaine après, tu as un accident. Cette voiture. Oui, d'accord, mais cette voiture, c'était censé être, par exemple, ton outil de travail qui te permettait de rembourser ton prêt. En fait, on ne sait jamais, il peut se passer. Tu as des assurances qui te permettent d'avoir des voitures de remplaçants. Ce n'est pas un bon exemple. Là, moi, je pars sur l'idée qu'il faut juste être prudent avec son argent. Il ne faut pas il faut pas mettre son argent, il ne faut pas contracter dans des choses qui sont au-delà d'un risque raisonnable. Je vais me dire, c'est quoi un risque raisonnable ? C'est au cas par cas. C'est ça l'éthique financière. C'est le fait de ne pas gaspiller son argent dans tout et n'importe quoi. Je gagne 2000 €, qu'est-ce que je vais aller acheter une voiture à 50 ou 60 000 €? Alors que, et faire un crédit voiture, chaque mois, je paie 500, 700 €. Bien sûr. Économiquement, ce n'est pas une bonne décision financière. Donc il faut s'éduquer financièrement pour savoir comment gérer son argent. Maintenant, et l'éthique, il ne faut pas confondre. Il faut faire la distinction entre l'éthique et ensuite ce qui est halal, haram, ça c'est autre chose. Riba, à l'époque, il y avait un texte clair qui dit ça c'est interdit comme pratique. Aujourd'hui, il n'y a pas un texte univoque qui va te dire cette pratique aujourd'hui dans le commerce, elle est interdite. Mais tu comprends qu'on n'a pas aussi envie de prendre un certain risque d'entrer en guerre avec Dieu et son prophète. Non, mais oui, bien Tu vois sûr, ce que je veux mais c'est dire. pour ça qu'il faut comprendre qu'est-ce que c'est que le riba. Mais quand tu comprends ce que c'est que le riba, c'est que c'est un banquier. L'usure, finalement. Oui, c'est de l'usure, c'est quelqu'un qui lorsqu'elle n'arrive pas à rembourser, il lui donne des intérêts excessifs et qu'il en rajoute, et pour la rendre esclave. Voilà. C'est profiter de la faiblesse économique de quelqu'un pour la rendre esclave. Et ça, en aucun cas, c'est les deux parties qui sont Non, concernées. c'est que la banque. Mais aujourd'hui, la banque, elle a l'interdiction de faire riba. Il y a des décisions de justice. Oui, l'usure, quoi. Il y a des décisions de justice. Moi, je suis toujours sur la définition de l'intérêt. Ouais. Ok. C'est un type d'usure. C'est parce que l'usure, c'est subjectif. L'usure en oui, comme la riba, c'est un type de riba. Oui, bien sûr. Parce qu'on ne rentre pas dans les détails de contractuels. Je t'ai dit, il y a plus de des dizaines et des dizaines de types de riba. Bien sûr. Tu parlais d'éthique, et c'est marrant parce que tout à l'heure, quand on parlait de l'exemple dans la restauration, tu dis oui, mais je ne vais pas financer certains fournisseurs ou certains groupes, certaines zones géographiques. Mais aujourd'hui, les banques, elles sont toutes centralisées. Et quelque part, on participe aussi, en étant client, à des financements, comme tu dis, dans certaines zones géographiques. Au final, on participe à ça, et ça, c'est pas éthique. Et aujourd'hui, on a des solutions qui sont décentralisées, notamment la crypto-monnaie et le Bitcoin. En tant qu'entrepreneur musulman, qu'est-ce que tu penses de cette alternative, cette solution, la décentralisation monétaire finalement? Alors, juste pour rebondir sur ce que tu disais juste avant, effectivement, il y a des banques aujourd'hui, des alternatives bancaires, c'est-à-dire qu'il y a des banques qui ouvrent, qui sont des banques, on va dire, plus éthiques, qui sont des banques, par exemple, qui vont plus prendre en compte l'environnement. Ok. Voilà. Donc, Je pensais que tu allais parler des banques islamiques, parce que là, on allait revenir dans... Non, mais c'est là où, en fait, il n'y a pas que la question de l'éthique. Donc des banques qui se concentrent sur l'environnement. Sur l'environnement, le sociétal. J'ai jamais entendu parler de ça. Il y en a plein. Donc, c'est des banques qui ouvrent et qui, justement, disent, voilà, nous, on a des banques, on finance des projets éthiques et sociétaux. Du bio, etc., etc. Donc, il y a toujours des alternatives au système bancaire classique. Autant je connais des alternatives on va dire de banques en ligne
Ouais. musulmane, islamique, on va dire, mais Ouais, autant... c'est pas des banques, ça n'existe Oui, pas, mais banque islamique. non, mais je veux dire avec une éthique où ils financent Voilà. ce pourquoi nous, les musulmans, on serait tentés Oui. de participer quelque part. Oui, mais ça. Mais bien sûr. vraiment, le parallèle que je voudrais faire, c'est vraiment avec la finance décentralisée et la crypto-monnaie. Parce qu'aujourd'hui, la crypto-monnaie, c'est quoi? C'est une technologie qui s'appelle la blockchain, dans laquelle l'économie est créée par le peuple, pour le peuple, et c'est une économie finalement qui démocratique, exactement, et en plus, elle ne participe pas à tout cette création monétaire infinie qui finalement crée de l'inflation, puisque dans le cas du Bitcoin, les coins, comme on les appelle, Ouais, sont sont limités. dans un nombre limité. Combien? 21 milliards millions. Millions. 21 millions, Ouais, voilà. 21. 21 millions. Effectivement, aujourd'hui, on a. T'as voulu me tester là sur Ouais, J'ai failli glisser quand même. Ouais, tranquille, j'étais là. 21 millions, effectivement. Alors, effectivement, c'est le fondateur est inconnu, donc ça a été créé en Satoshi 2008. Nakamoto. Voilà, Satoshi Nakamoto. Il y a des théories quand même. Il y a des théories, mais bon, il n'y en a aucune de. Et ce qui compte vraiment, c'est la technologie C'est la derrière. technologie. La technologie, donc elle est en place depuis, je crois, 2009-2010. Aujourd'hui, c'est quoi l'objectif de cette blockchain? Il y a 3 objectifs. En fait, il y a 3 enjeux. Un, c'est la décentralisation. C'est qu'en fait, elle est minée par des gens qui ont un ordinateur chez eux et qui créent, en fait, qui permettent aux gens d'échanger. D'accord? Il y a C'est l'équivalent de cette autorisation bancaire qu'on voilà, a chaque fois qu'on paye. exactement. Il y a la question de la sécurité. Il faut que ce soit des échanges qui soient sécurisés. Et donc pour cela, il faut des calculs qui sont plus ou moins puissants et qui nécessitent que le validateur utilise un certain nombre d'énergie et de temps pour résoudre, valider numériquement des nœuds, ce qu'on appelle. valide numériquement la transaction. Et enfin, il y a la scalabilité, c'est-à-dire le nombre de transactions à la minute que le système peut accueillir. Et donc aujourd'hui, le Bitcoin, c'est la crypto-monnaie phare, une monnaie numérique, décentralisée, sécurisée et scalable, qui est la numéro 1, celle qui a le plus de capitalisation, et qui est... voilà. Mais toutes les crypto-monnaies ne fonctionnent pas sur le modèle Exact. de Bitcoin. Exactement. Bitcoin. Et c'est important parce que chaque crypto-monnaie, elle a son fonctionnement. Exactement. Et donc on ne peut pas généraliser quand on parle de crypto-monnaie et on veut analyser le projet de chaque crypto-monnaie, ça demande d'aller voir et d'aller lire le fonctionnement de chaque les white crypto-monnaie. papers, l'équipe qui y a derrière. Exactement, exactement. Et donc c'est là où Donc il faut être spécialiste. Voilà, on ne peut pas dire halal ou haram, Voilà, parce et on- qu'il y a cette question qui revient beaucoup de est-ce que la crypto c'est halal? Mais encore une fois, il y a des crypto-monnaies qui ont des projets, Qui ont des il y a projets, des ouais. crypto-monnaies qui sont Des représentées memcoins, par un projet, par ouais. une entreprise, Ouais. finalement. Il y a Oui, des, c'est des il y a des entreprises, mêmes hein. coins qui n'ont, Ouais. donc ce sont des crypto-monnaies qui n'ont aucun projet, Oui. aucun fondement, Ouais. et sur lequel c'est le casino, parce que sur lequel les gens vont investir. Mais des fois ça C'est- change. Attention. Ah non, attention. Alors Voilà, attention, un même un- coin, il n'a pas de projet. Mais il peut en avoir. Il n'a pas de projet et il fonde ces fondations Ouais. ils sont fondés sur la spéculation. Il se trouve que les gens spéculent et c'est ça que j'appelle le casino. Mais il se trouve qu'il y a certains meme coins où il y a tellement eu de spéculation qu'ils ont eu une valeur, une boule de liquidité, une capitalisation tellement énorme qu'ils vont penser au projet. Normalement, c'est le projet qui fait l'argent, mais dans ces cas-là, c'est l'argent qui fait le projet. Mais Par exemple, une crypto qui est quand même assez connue, c'est Shiba Inu, que Elon Musk utilise et a mis en avant. avec Dodge. Oui, Dodge. Le oui, Dodge, oui, c'est le Dodge. Oui, c'est le Dodge. C'est le Shiba Dodge. Inu, c'est le chien qui C'est a... notre chien. Et, Non, c'est... Oui, oui, il y a plusieurs chiens. ouais, ouais, il y a plusieurs cryptos. Là, c'est pour vous montrer à quel point, c'est c'est vraiment des meme coins. Ouais. c'est- Mais effectivement, c'est des chiens, quoi. Effectivement, la crypto qui a été mise en avant par Elon Musk, par exemple, elle a été utilisée d'un point de vue commercial de manière concrète. Par parce exemple, qu'il y il a une force autorisait, de marketing derrière. voilà, par exemple, Et- il autorisait l'achat de Et Tesla il a des intérêts derrière Voilà. aussi. Parce que Ouais. Mais derrière, il a. je pense qu'il en a acheté aussi. Ouais, avant d'en parler. Ah oui, bah oui, il en a beaucoup. Ouais. Donc- Donc ça montre que, en fait, pour comprendre déjà la technologie, il faut vraiment être spécialiste. Aujourd'hui, il y a beaucoup de Et même personnes les qui- spécialistes peuvent diverger. Eh ouais, exactement. Parce que ils n'ont pas la même interprétation sur le projet. Donc là encore, et puis ils n'ont pas peut-être les mêmes bases et les mêmes références textuelles, les mêmes arguments. Ils vont dire oui, mais ça reste de la spéculation. Ben, non, c'est pas de la spéculation. Donc voilà, il y a plusieurs arguments. Il y a des savants qui disent que c'est autorisé, d'autres qui disent que c'est autorisé dans certaines conditions, d'autres, etc. Mais l'essentiel, il faut toujours prendre un peu de hauteur, c'est la question de l'éthique financière. C'est est-ce que Est-ce que ça lèse quelqu'un? ça laisse quelqu'un? Est-ce que directement, parce que ça peut le léser, parce que par exemple, on peut faire un investissement, mais raisonné, on sait qu'on va gagner de l'argent, mais d'autres ont mal géré leur investissement, ce qui fait qu'eux, ils vont être perdants. Donc, en fait, si eux, ils perdent de l'argent, c'est pas ma faute. C'est juste que c'est Oui, mais moi quelque part, qui est juste... toi, tes gains, c'est sur les pertes des autres. Et alors?
Et alors Ça va faire un short magnifique. Et alors non, mais alors Non, mais et alors Non, mais Non mais, là, c'est la question de l'éthique. C'est oui, bah oui. c'est la question de l'éthique. C'est comme un exemple. Donc si tu laisses personne, regarde au casino, tu laisses personne. Quand Bah, tu tu joues au vas casino. léser Est-ce la que banque, le casino, si tu gagnes. Non mais le casino s'il existe, c'est justement parce que c'est lui le gagnant. Oui, mais tu le dans cette lèses. histoire. Lui, il aimerait avoir encore plus de bénéfices. Non. Qu'est-ce que ça veut dire léser? Mais donc, Au lieu de faire donc on peut dire 1 que million c'est- et 50 donc on euros, peut dire que c'est il va faire éthique, 900. c'est éthique de jouer au casino. Non, ça, C'est ce pas que la- je laisse Non, personne. c'est pas la... Non. Oui, mais les mêmes codes, c'est du casino. Je te parle de quelqu'un qui est même non musulman. Tu parles parce que là, l'éthique, c'est quelque chose d'universel. On parle de. Là, on parle de l'éthique. On parle de l'éthique. Mais je te parle de l'éthique. Ça dépend dans quelle perspective. Maintenant, il y a une question de comment toi tu mets ton argent, dans quoi tu mets ton argent. Est-ce que tu le fais d'une manière raisonnée? Effectivement, il y a des principes. Pourquoi on interdit un certain nombre de pratiques commerciales? Parce qu'il y a plus d'inconvénients que d'avantages. Est-ce que tu comprends? Ouais. Mais quelqu'un qui est trader professionnel, le gars est trader professionnel, est-ce que c'est haram? Il a fait Polytechnique. Oh, Ok, ça veut pas dire qu'il a les compétences. Non, il est que- Polytechnique Que les spécialisé en... conséquences de son travail, qu'elles soient macro ou qu'elles soient directes, qu'elles soient indirectes ou Il directes. achète des Ça veut pas dire matières qu'elles premières. sont- Il ça veut achète pas des dire- matières premières. Non, il les achète pour les revendre. Pour les revendre. Et... Donc il y a des conséquences à tout ça. Mais il est spécialisé. Oui, mais bien sûr. Mais le fait C'est- qu'il y ait des moi, j'ai conséquences, c'est toujours pas eu un mauvais. problème. C'est quoi le problème J'ai avec le toujours fait eu qu'il y un ait des problème conséquences? avec le fait de s'enrichir sans apporter de valeur. Mais t'apporte une valeur. Et ben non, il n'apporte pas de valeur. Il achète pour revendre et tout ce système-là est créé des conséquences macroéconomiques. Après, tu vas me parler de l'effet papillon, mais Mais ça laisse, au final, ça laisse, non, mais ça laisse en fait, des gens. c'est là l'axiome que je disais tout à l'heure. Il y a beaucoup de musulmans et beaucoup de personnes, ils ont du mal avec le fait de créer de la valeur à partir en fait, c'est-à-dire, tu crées de l'argent à partir de rien. Mais non, c'est pas à partir de rien. Tu as ton cerveau. Les commerçants à l'époque, ils achetaient des marchandises, ils allaient les revendre. Donc c'est la même chose en fait. C'est juste la forme qui a changé. Non, mais la forme, elle est basée quand même sur la spéculation. La Mais ils spéculation, spéculaient, ils allaient acheter des marchandises et ils spéculation- espéraient les revendre beaucoup mais la plus cher ailleurs. spéculation, la spéculation, elle a un impact direct Ça veut dire quoi, sur spéculer? le petit vendeur. Ça veut dire quoi spéculer? Mais ça veut dire, comme l'exemple qu'on a du marché de la tulipe. À l'époque, tu Ouais. connais cet exemple. Oui, oui, oui. Le bulle du marché de la tulipe. On créait de la rareté pour augmenter, pour augmenter de la valeur. Oui. Et Là, c'est pas la même chose. jusqu'à une... Tu crées la rareté. Oui, mais c'est de la spéculation. Non, Non, mais- c'est pas la même chose. Tu crées la rareté, ça veut dire que tu as une pratique commerciale oui, mais tu trompeuse. spécules sur la Non, rareté. non. Parce que Si tu participes à la création de la rareté pour ensuite augmenter les... C'est pas la même chose. En fait, là, si on commence à rentrer dans du droit de la concurrence... non, mais c'est des questions éthiques, mais des questions aussi juridiques. C'est comme ce que je te disais tout à l'heure, dans les foires, ceux qui augmentaient et sans l'intention d'acheter au final. Tu vois? Donc c'est ça, les pratiques éthiques, les pratiques trompeuses qui ne sont pas éthiques. oui, celle qui, au final, lèse Lèse la personne. une personne. Mais directement, parce que si on commence à rentrer dans l'indirect, l'indirect, en fait, c'est un... Mais s'il y a c'est des un millions de West-West personnes- incroyable, s'il parce y a que des millions de tu fais personnes- rien du tout. Tu fais rien du tout. Parce que tu rentres dans du conséquentialisme exacerbé. je sais Tu pas. n'achètes pas. Parce que là, c'est quand même. Ok, on peut dire T'as un que c'est de la iPhone, t'as un macroéconomie. iPhone, t'as des Ouïghours qui sont trucs. Allez. Oui, je vois ce que Allez, tu veux ben non, ben oui. Ben... Je vois ce que tu veux dire, mais de la même manière que quand on est client dans une banque ou quand on Oui, est... mais bien ça, sûr. ça, c'est OK. À moins que mais quand tu utilises l'euro. L'euro est utilisé par l'Union européenne. C'est pour ça pour, qu'on etc. parle Bitcoin. Oui, non, mais Aujourd'hui, je pense que... même le Bitcoin est utilisé par des criminels pour blanchir l'argent, donc tu participes à un... Non, mais allez, Oui, tu vas oui, dire, je vois oui, ce que c'était- tu veux mais dans ce cas, Je vois ce que tu tu n'es veux pas dire. comptable, individuellement, éthiquement, de la pratique d'un grand nombre et Mais tu participes, un peu comme l'alcool. C'est à finalement. l'État de- Mais tu non, participes, tu au- participes. au fait que les gens boivent, mais Oui. sur toi, tu bois pas. Mais c'est à l'État de gérer les conséquences macroéconomiques en interdisant des pratiques qui seraient déviantes. Donc c'est à l'État de faire en sorte que personne ne soit lésé Exact. sur certaines pratiques que Mais nous, c'est on pour ça que serait, on serait libre de pratiquer. Exactement, finalement. c'est pour ça que l'État légifère. Si l'État voit qu'il y a des pratiques commerciales qui ont des conséquences économiques néfastes pour l'économie, ils vont faire une loi en disant ça, on l'interdit. Et c'est ce qui se passait à l'époque. Quand il y avait des interdictions, c'est parce que ça risquait de mettre à mal l'économie. Et donc de créer un déséquilibre et une instabilité économique. Tout simplement. Mais dire que c'est lié à des raisons religieuses, non, c'est lié au côté politique et économique. Si le prophète a dit ou interdit un certain nombre de pratiques économiques, c'était parce qu'elles allaient avoir des conséquences économiques néfastes. Mais il ne le faisait pas en tant que prophète, il le faisait en tant que chef politique. Oui, bien Et donc sûr, là, bien il faut faire cette distinction, parce que, en fait, on aurait dû faire cette explication tout au début. C'est-à-dire que si on ne fait pas cette distinction-là, et les savants, ils étudient justement la typologie des actes du prophète.
C'est-à-dire, cet acte-là, il l'a fait en tant que quoi? Est-ce qu'il l'a fait en tant que chef de famille, en tant que père, en tant que prophète, en tant que... Voilà, donc si on ne comprend pas ça, on va tout ramener à, oui, en fait, c'est religieux, donc c'est... Non, il l'a fait en tant que chef politique. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, nous, on ne doit pas se référer à l'interdiction à l'époque du prophète dans les pratiques économiques? Aujourd'hui, on est français, on se réfère au droit de la concurrence français. Tu lèses une personne en faisant telle pratique, le droit français, t'inquiète pas, il va venir, il va t'interdire, il va te sanctionner. Il est très éthique, le droit français. Il protège la partie faible. Je vois. Pour revenir sur les crypto-monnaies, qui aujourd'hui représentent une vraie solution pour des personnes qui veulent sortir de la centralisation Oui. et de tout l'aspect non éthique des banques Oui. qu'on a aujourd'hui. D'ailleurs, il y a une expression que j'ai trouvée que j'ai trouvée super intéressante. On parle du Bitcoin comme étant comment dire, la cryptocurrency, la hijra monétaire. Le fait de pouvoir... Pourquoi ça te fait sourire? Ouais, bah oui. Vas-y, continue. Non, mais tu vois, c'est intéressant. Ouais. Qu'est-ce que tu penses du Bitcoin? Parce qu'aujourd'hui, il y a une grande part de Français, même de population dans le monde, qui adoptent de plus en plus la crypto-monnaie. Pour sa décentralisation. Pour sa décentralisation. Déjà. Non, mais pour des raisons d'investissement, mais également pour des raisons de plus en plus d'échanges. Il y a des pays aujourd'hui qui donnent une valeur juridique, un courant légal, aux crypto-monnaies. On avait le Salvador, Et oui, il y a un État... avec son président d'ailleurs qui est musulman. Parce que Nayib Bukele, président du Salvador, c'est lui qui a pris d'ailleurs, la décision d'investir l'argent de l'État en Bitcoin. Est-ce que c'était pour cette raison-là? Non, on ne sait pas. Ah non, non, ça je ne sais pas, après c'est raisons personnelles, mais je pense qu'il avait vraiment la vision, et il a toujours la vision de l'avenir de la crypto-monnaie, et il a été beaucoup critiqué par rapport à ça. Bah oui, c'est le FMI. Mais d'ailleurs c'est intéressant parce qu'il est lui-même musulman, issu d'une famille aussi musulmane. Mais je ne pense pas que ce soit lié, je pense que c'est vraiment stratégique, mais bon, peut-être faudrait l'interroger sur ses pratiques. Oui, bien sûr, mais je trouvais ça intéressant que sa prise de décision, qui est quand même qui était unique à l'époque, quand il l'a prise. Bon, maintenant, il y a, je crois, un pays en Afrique, j'ai oublié le nom. Ouais, maintenant, il y en a même plusieurs qui ont commencé. Mais non, effectivement, après, si on commence à rentrer dans les... Bon, on ne cautionne pas du tout ce que ce président fait, parce qu'on sait qu'il a quand même fait une répression assez sévère, mais ça, c'est le côté politique. Hein. On ne rentre pas dans ça. Non, effectivement... Tu parles par rapport aux prisonniers, les 1,6% de population qui ont été enfermés. Il y a beaucoup de banditisme. Mais pour revenir à la crypto, effectivement, aujourd'hui, il y a beaucoup de plus en plus, et puis même, il y a des villes qui autorisent, il y a des commerces qui acceptent aujourd'hui de plus en plus les ventes en crypto. Donc, c'est quelque chose qui va se démocratiser, mais il faut savoir qu'il y a une concurrence qui est quand même qui est en train d'émerger. Ça dépend du projet. Non, je ne parle pas des cryptos, mais une concurrence de la BCE qui est en train de également faire sa propre monnaie virtuelle. Oui, la monnaie, oui, voilà. Exactement. Donc l'euro virtuel qui va remplacer peut-être nos billets, etc. Donc ils pensent de plus en plus à... Qu'est-ce que tu penses de ça d'ailleurs? Nous, en tant qu'entrepreneurs, j'ai remarqué que dans le monde de l'entrepreneuriat, ça dérange un peu parce qu'il y a une forme finalement de contrôle. Mais de contrôle. Parce que l'euro numérique, c'est quoi? C'est des tokens sur lesquels on peut suivre de A à Z. Oui, bien sûr. C'est ce qui... Mais et puis BCE, même, elle travaille justement sur l'anonymisation. Il y aurait la possibilité de créer des tokens avec une date de péremption. Dans laquelle finalement, toi, tu reçois ton salaire et tu as 2 ans pour dépenser cet argent-là. Ce qui t'empêcherait quelque part d'épargner ou de pouvoir... Mais pour l'instant, on n'est pas là. C'est vraiment En tout cas, à ma connaissance, c'est en cours, quoi, mais il n'y a pas de... C'est marrant de parler de concurrence, finalement. Oui, mais la Chine, par exemple, ils sont très, très en avance là-dessus. Là-bas, ils ont une monnaie virtuelle étatique. C'est le yen là-bas, je ne suis pas sûr, mais en tout cas, ils ont en fait un portefeuille. Un yen numérique. Oui, une sorte de yen numérique dans lequel, en fait... Est-ce que l'euro numérique pourrait vraiment concurrencer aujourd'hui la technologie de la blockchain avec... Oui, ça va, bien sûr. Est-ce que ça pourrait vraiment faire... Oui, ça va concurrencer un moment donné. Est-ce qu'elle sera toujours centralisée? Mais elle sera toujours, en fait, d'une certaine manière centralisée. Voilà. Mais bon, ça, c'est ça qui rend la concurrence pas si... je pense pas que ce sera une très grosse concurrence à partir du moment où elle restera centralisée. Le but même de la crypto-monnaie, c'est la décentralisation. A pour objectif, on va dire, de décentraliser quand même l'euro numérique. C'est-à-dire qu'il y aurait quand même une sorte de... Mais en gardant un contrôle. C'est pas... Mais en laissant ça en termes d'euros. Je ne sais pas. Il faudrait vraiment... Là, je crois qu'ils sont en cours de trucs. Donc, Je vois. Je parlais de hijra monétaire. Et en ce moment, on vit une époque où il n'a jamais été aussi facile de voyager. Tu vois. Et dans cette époque où il n'a jamais été aussi facile de voyager, la question de la hijra pour nous, musulmans vivant en France, elle prend de plus en plus de place. Et pourquoi elle prend de plus en plus de place? Déjà pour le climat dans lequel on vit. En France, il y a quand même un climat islamophobe qui est en hausse, et ça, on ne peut pas le nier.
Et ça incite de plus en plus de musulmans à prendre la décision de partir pour vivre dans ce qui est l'hijra, partir d'un pays qui n'est pas forcément musulman, même si l'état de droit applique de manière éthique certains parce que je te vois arriver, Non, je te vois arriver. mais oui, j'ai pas dit que tout était parfait, mais... Et donc, pour partir dans des pays musulmans, dans lesquels ils seront plus finalement libres de vivre ça leur existe, les culte. pays musulmans Mais moi, pour avoir beaucoup voyagé, je peux te dire que oui, ça existe. Non, Moi, pays j'ai à majorité trouvé une musulmane. vraie différence Non. dans la pratique de mon culte et même dans le fait je veux dire, dans mon état d'esprit. J'ai trouvé une vraie différence entre le fait de vivre dans un pays non musulman, je ne parle pas forcément de la France, même si la France est reconnue pour son islamophobie à l'étranger. À l'étranger, la France, elle est connue, elle est extrêmement connue pour son... Mais pour te dire, quand je suis à l'étranger et que je prends un taxi, je parle avec les taxis, quand le taxi, je lui dis oui, je suis musulman et tout, ça c'est un pays musulman, donc ça se passe, c'est normal. Et quand je lui dis je suis français, il me dit oh, ça existe des musulmans en France et tout. Ils sont choqués. Parce que pour eux, l'image qu'a la France, elle est tellement autour de cette islamophobie qu'il y a pas ou il y a très peu de musulmans qui y vivent. Ouais, mais en fait, ça s'explique par des raisons historiques. C'est-à-dire que la France, elle a dû combattre l'Église pour obtenir sa liberté. C'est-à-dire elle a dû combattre une religion. Donc, dans la philosophie politique, la religion, c'est un ennemi pour la liberté. C'est-à-dire que c'est la liberté contre les religions. Alors que dans certains pays, c'était la liberté pour la religion. Par exemple, il y a pas mal d'anglo-saxons qui sont partis aux États-Unis pour pratiquer, d'Irlandais qui sont partis pour pratiquer, alors que donc aux États-Unis, il y a beaucoup de... Voilà, la liberté de culte, ça fait partie de leur philosophie politique. Alors que nous, non. Nous, on a dû lutter contre l'Église pour pouvoir en fait avoir la liberté. Et donc, c'est ce qui explique aujourd'hui que la France a un véritable défi qui est celui d'intégrer dans son paysage la religion musulmane, qui n'était pas même toutes les religions. C'est le principe de laïcité. Oui, mais le principe de laïcité, effectivement. Mais la religion musulmane n'était pas très présente avant la vague d'immigration, après la Seconde Guerre mondiale. Donc effectivement, aujourd'hui, il y a ce véritable défi. On ne peut pas comprendre non plus le climat français si on ne comprend pas les attentats, si on ne comprend pas le 11 septembre, qui a véritablement changé toute la logique et la vision, toute l'image, etc. Donc effectivement, la France aujourd'hui, elle a un certain nombre de lois qui viennent restreindre la visibilité religieuse, notamment dans la fonction publique, etc. Mais c'est lié à son histoire. Et aujourd'hui, je pense que c'est important d'expliquer la religion musulmane pour apaiser parce que cette réticence dans le climat, c'est parce qu'il y a aussi beaucoup d'incompréhension. Est-ce qu'on peut justifier aujourd'hui les conséquences, les actes islamophobes à travers l'histoire finalement? Non, je ne justifie pas, j'explique, ce qui n'est pas la même chose. Maintenant, il y a effectivement beaucoup de musulmans qui voient un climat qui est anxiogène. Ouais. Parce que l'islam est devenu une cible, au centre des débats. Ouais. Et il y a peu de réponses qui sont données, qui sont satisfaisantes. Et on parle de plus de 250 jours de débat autour des musulmans et de l'islam par an sur l'année 2024, sur les chaînes, mais parce que sur les chaînes de médias mainstream. Oui, bien sûr. 250 jours sur 360, c'est énorme. Oui, bien sûr. Et c'est ça qu'il faut répondre. C'est ça qui crée finalement derrière des conséquences d'actes islamophobes. Et ce sont ces mêmes actes islamophobes qui créent derrière l'envie de partir. Exactement. Et maintenant, on part sur l'envie de partir. Et ta définition de l'hijra aussi, s'il te plaît. Juste, récemment, il y a un livre qui est sorti de plusieurs sociologues sur justement l'émigration de citoyens français musulmans à l'étranger. Et ils expliquaient que c'était aussi pour des raisons économiques. C'est-à-dire que les opportunités économiques sont beaucoup plus grandes à l'étranger qu'en France. C'est-à-dire qu'on donne beaucoup plus d'opportunités à des citoyens français de confession musulmane qui ont eu des diplômes, qui ont fait des études et qui, à la fin de leurs études, se retrouvent avec aucune opportunité parce que d'origine maghrébine, de confession musulmane, forcément, ils décident de partir en Belgique, en Suisse, au Luxembourg, au Canada, où ils vont avoir des opportunités meilleures et une évolution professionnelle sans commune mesure. Donc là, aussi, les raisons de ce départ, il est lié aussi à des questions économiques qui sont elles-mêmes liées à des questions de discrimination à l'embauche.
et qui est lié à un climat anxiogène. On est dans l'effet papillon, là. Non, on est dans les conséquences. Voilà. Maintenant, concernant le terme de hijra, parce qu'il faut quand même expliquer. Les définir, c'est ça. Définir. Effectivement, déjà, il faut revenir à la base textuelle, le Coran. Effectivement, à l'époque du prophète, le prophète a été persécuté à la Mecque, et donc il a dû s'exiler à Médine pour pouvoir tout simplement vivre pour sa sécurité physique. Et la pratique du culte. Et la pratique du culte. Et donc, le Coran demande aux musulmans d'émigrer de la Mecque pour aller à Médine, et pour soutenir la cause du prophète, qui est celle de pratiquer son culte en toute liberté à la Mecque. Et donc, l'obligation... À Médine, du coup. À Médine, voilà. Mais revenir à la Mecque, Oui, c'est bien pour sûr. revenir pratiquer ça. Voilà. Maintenant, cette obligation-là, est-ce qu'elle est toujours valide? Parce qu'il y en a qui disent, je vais aller vivre en pays musulman, etc. Mais en fait, la hijra de l'époque du prophète... On part sur la base, c'est la persécution. c'est la persécution. Aujourd'hui, on a des sœurs Mais c'est qui sont très subjectif. persécutées, Mais c'est très subjectif. C'est un sentiment très subjectif. pour lesquelles on arrache leur voile dans la rue. Oui, mais Donc, c'est très subjectif. Mais ce n'est pas une pratique qui est légalisée, dans le sens où, à partir du moment où on t'autorise à pratiquer ton culte, c'est-à-dire aller à la mosquée, faire tes 5 prières, jeûner le mois de Ramadan, pratiquer les 5 piliers, donc il n'y a pas de persécution. il n'y a pas de persécution. Le jour où Mais quand il y a des violences physiques, mais c'est une non, forme mais de c'est persécution. ponctuel. Mais il y avait Parce que la forme physique, elle est conditionnée par le fait que tu es c'est- musulman. Oui, mais c'est pas l'autorité politique. C'est pas l'autorité politique qui l'institue. Bien sûr. Il faut des Bien règles. sûr. Parce que si tu Mais ça commences à reste- dire, il y a Non, un tel qui m'a insulté, bien sûr. c'est-à-dire quoi? Je vais m'exiler parce que. C'est pas l'autorité politique, tant que cette autorité politique n'est pas... Et te protège. Voilà, d'accord. Mais si elle ne te protège plus, lorsque tu te mais en soulèves- attendant, la persécution, elle existe quand même. Elle est quand même présente. Oui, mais la persécution, elle vient de qui? En fait, il faut. Le terme persécution, en fait, à l'époque du prophète, la persécution, elle venait des tribus De l'État, direct. de l'État, Ouais. ça veut dire de l'État, la cité de la Mecque. Donc à partir de ce moment-là, la sécurité n'était plus assurée. Parce que les tribus étaient même. C'est les tribus qui voulaient menacer. Donc à partir de ce moment-là, il était obligé de fuir. Donc aujourd'hui, si ce n'est pas l'État Parce français que la qui te hijra, menace. c'est de la fuite, finalement. Ah oui, Parce c'est qu'ils sont obligés de fuir. Et on parle là de la hijra. Donc, est-ce que nous, notre définition de la hijra à notre époque et dans notre contexte, ce serait finalement dans une situation dans laquelle on serait obligé de fuir? Là, on pourrait parler de hijra. Exactement. Si moi, demain, l'État français dit il est interdit de faire ses 5 prières chez soi, Ou de jeûner, ou de... ou de ok. jeûner, ou de. Peu importe, je considérerais que l'État français. Ou le, Attends, ou le ah. burkini. Ou la hadaya à l'école. Non, je considère pas. Non, ça ne fait pas partie des piliers. Mais à partir du moment où. Mais ça reste une forme de persécution. Pour certains, oui. La femme qui se sent persécutée, etc., et qui a envie de pratiquer ce culte. Par l'État, cette fois. Par l'État, elle n'a qu'à partir. Il y a personne qui l'empêche. Moi, je parle de. On peut pas. Oui, le problème, c'est qu'on peut pas. Au-delà de la persécution, il y a aussi le fait d'être bien. Moi, je suis bien. Non, mais le ça, c'est matin... autre chose, c'est psychologique. Non, moi, oui. je suis très bien en France. Oui, mais Personnellement, j'imagine je suis très bien. qu'à l'époque du prophète, le prophète et les compagnons, quand ils sont partis à Médine, ils étaient bien. Oui, il y avait parce cette, qu'à il y avait cette forme Médine, psychologique parce qu'à aussi. oui, Il y avait aussi cette forme parce qu'à la psychologique. Mecque, oui, mais C'est justement. important. Le cadre dans lequel tu vis, il faut se sentir, pour s'y sentir bien, c'est important, je veux dire. Oui, mais se sentir bien, c'est pas du yoga. C'est se sentir Je bien, sais, ça si tu as veut dire l'opportunité aujourd'hui de pouvoir le faire, de faire quoi? une forme de hijra, mais pas, Non, mais- pas pour fuir un état. Mais c'est pas la hijra. Mais dans ce cas, donc ce serait un voyage juste pour ton Ouais, bien-être. pour ton bien-être, pour avoir une meilleure situation économique, pour. Mais on pourrait pour pas des- la dénommer hijra. Non, parce que la hijra, déjà, de l'époque du prophète, elle a été abolie. C'est-à-dire cette obligation d'émigrer de la Mecque à Médine, elle a été abolie par deux choses. Par le traité de Hudaybiyah, puisque dans le traité que le prophète a signé avec la Mecque, il y avait l'obligation pour Médine de renvoyer les Mécois qui émigraient illégalement de la Mecque à Médine, donc même s'ils étaient musulmans, les musulmans qui voulaient fuir la Mecque pour aller à Médine, le prophète était obligé de les rendre. Mhm. Dans la Mecque, alors que c'est un traité. Donc ça veut dire que l'émigration n'était plus possible. Et la deuxième, c'est l'émigration, elle est abolie à partir du moment où il y a le fath, où il y a la victoire, c'est-à-dire le retour à la Mecque. Mhm. D'accord ? Donc le fait de quitter un pays parce qu'il y a une majorité non musulmane pour aller dans un pays à majorité musulmane, c'est pas ça La hijra. la hijra. Mhm. On peut être une minorité dans un pays à majorité non musulmane et vivre très bien son culte, sa religion et sans souci. Et ce n'est pas en Mais avec contradiction. mais avec une certaine forme de persécution quand même. Non, mais Parce que La qu'elle mino- soit, attends, qu'elle la qu'elle mino- soit physique ou morale, non, non. le fait d'entendre tout le temps parler de nous en négatif, Moi, ou le fait de Ben, recevoir... dans ce cas, même- oui, mais dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout simplement expliquer, être des acteurs pour expliquer mieux et de ne pas être stigmatisé. Donc mais c'est ce qu'on Le fait. prophète, qu'est-ce qu'a fait le C'est ce que- prophète c'est ce que la communauté fait depuis des décennies déjà. En France, du moins. Oui, ben ça avance, les choses avancent. Tu trouves?
Mais en fait, C'est intéressant, c'est oui, non, intéressant. mais c'est lentement mais sûrement. En fait, Parce qu'on on on peut parle, pas on parle quand même aujourd'hui- de actes islamophobes en hausse. On parle pas en baisse. parce qu'on les dénombre plus. Mais, Et je pense qu'avant, il y en avait plus. mais C'est du comme coup, le racisme, c'est comme les violences policières, c'est comme les cambriolages. Ils ont dit qu'il y a une augmentation. C'est juste qu'en fait, il y a plus de gens qui signalent. Mais je pense qu'avant, il y avait plus Ça, de... on peut pas le vérifier. ça. Mais oui, non, mais en fait, c'est factuellement. C'est comme le nombre de femmes qui sont violées. Elles ne le dénoncent pas. On dit, il y a une augmentation du nombre de viols en France. Mais Non, il y a il plus y a de juste dénonciation. une augmentation du nombre de femmes qui Ils ont dénoncent porté plainte, ouais. et qui portent plainte. C'est tout. Maintenant, il faut être dans une... il faut être dans un équilibre, dans un juste milieu. À un moment donné, tu parlais de pays musulmans. Ce terme, je ne le connais pas. Il n'y a pas un pays avec la nationalité musulmane. D'accord. Il y a toujours eu... C'est pas une nationalité en même temps. Ouais, c'est pas une nationalité. Voilà. On va dire pays à majorité musulmane. Voilà, exactement. Mais c'est un pays musulman. Après, on joue sur les moi, mots. je considère qu'aujourd'hui, la France applique beaucoup plus les principes et L'état les de valeurs- droit. et l'état de droit et les principes et les valeurs que l'islam incarne que des pays à majorité musulmane. Parce que c'est quoi les Le objectifs principe de- éthique finalement, et encore une fois. C'est quoi les objectifs du droit musulman à la base, c'est la préservation de la vie, la préservation de l'intelligence, le développement de l'intelligence, la liberté de culte, etc. Dans des pays à majorité musulmane, il n'y a pas de liberté de culte. Il n'y a pas de santé, de protection de la santé, de l'intégrité physique. Il suffit de voir les tribunaux. Après, ça dépend vraiment. L'injustice est de- structurelle. Ça dépend quel pays. Ça oui, je dépend vois ce quel que tu veux dire. pays, je ne généralise pas. Parce qu'il y a aussi des pays non musulmans Mais qui ont des pratiques non éthiques. Exactement. Ouais, je Mais vois. c'est pour ça que il faut pas. Moi, je pense qu'il ne faut pas dire ouais, pays musulmans. Non. Je pense qu'aujourd'hui, en France, la France, c'est l'un des pays dans le monde où on est extrêmement vigilant sur les principes, les valeurs et sur la protection des plus faibles. On a un droit qui est très protecteur et qui va dans ce que l'islam incarne, c'est-à-dire la protection des vulnérables, l'orphelin, etc. Donc, aujourd'hui, on a un système social qui est extrêmement développé en France. Il est tellement développé qu'on n'est peut-être même pas à la hauteur de nos principes et de nos valeurs, parce que ça coûte tellement cher d'être à la hauteur de ces principes et de ces valeurs, mais la France, elle essaie de le faire. Alors qu'il y a des pays où ils disent moi je m'en fous, que les citoyens se débrouillent pour gérer ces problèmes-là. Avant de terminer, il y a aussi l'aspect culpabilité. Comme on l'a expliqué sur la culpabilité par rapport au tabou de l'argent, ici on a la culpabilité du fait on se dit, certaines personnes qui estiment que aujourd'hui il y a une nécessité pour les musulmans qui vivent en France de faire la hijra, parce que moi je sais, je leur parle tous les jours. Il y a des personnes, pour eux, dans leurs réflexions et dans leurs opinions, il y a une nécessité aujourd'hui de quitter le pays pour aller dans un pays à majorité musulmane, mais ce qui les bloque, c'est quoi? C'est justement on va dire ce manque d'opportunités, moins de sécurité. Tu vois, moins de sécurité, et il y a cette culpabilité qui les ronge, parce qu'on leur dit, de toute manière, si tu es un vrai croyant, et si tu as le tawakkul, la foi en Dieu, tu sais que Dieu t'apportera ta subsistance quoi qu'il arrive, et donc tout ce que tu as à faire, c'est... Il faut faire les causes. Mais faut bien les faire, c'est-à-dire qu'il faut bien se renseigner. la cause, en l'occurrence, la cause, ce serait de quitter. pour un pays musulman. Parce que tu pars et tu fais quoi? Et à ce moment-là, c'est le tawakkul qui... Oui, mais en fait, qui- c'est ce que j'appelle Mais c'est il y a le une vraie hasard. mais tu sais qu'il y a une vraie L'influence, culpabilité et puis- autour de. Il y a une vraie culpabilité qui naît chez les musulmans, enfin en tout cas chez eux. Il y a une vraie culpabilité qui naît et ils se disent, mais en fait, soit je n'ai pas 100% foi en Dieu, parce que sinon je serais parti depuis longtemps, parce que je sais qu'il subviendra à tous mes Oui, besoins, oui, mais c'est pas- parce que c'est lui finalement Mais qui me j'ai donne dit, ma subsistance. mais la hijra, elle est Ou pas- soit, Ouais. donc soit j'ai pas totalement confiance en Dieu, ou soit je dois partir les yeux fermés. De toute façon, j'ai confiance en Dieu. Mais c'est suicidaire. Et, Mais c'est suicidaire. Partir les yeux fermés dans un environnement économique qu'on ne connaît pas pour monter un business. parce que c'est ça les causes. Mais pour- non, mais pour eux, en non, tout c'est cas. pas les causes. Mais non, Pour les eux. causes, c'est tu veux faire un projet, tu te renseignes, tu te prépares bien. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et tu as un projet économique viable. Mhm. C'est pas tu te lances, etc. Maintenant, comme on dit, c'est facile de quitter ce qu'on a, mais on ne sait pas ce qu'on va avoir. C'est-à-dire que tu... Après, il y a beaucoup de cas dans lesquels on Non, retrouve non, cette situation où on quitte ce qu'on a, on ne sait pas ce qu'on va avoir. Oui, oui, oui. Mais ce que je veux dire, c'est que là, la nécessité aussi, ça peut être de se dire, ben, j'ai un environnement économique que je connais, que je peux maîtriser, parce que l'économie, c'est la connaissance. Mhm. Quand on habite dans un certain endroit, on maîtrise l'environnement économique autour. On sait les ordres, on connaît les habitudes, on connaît la sociologie, donc on a plus de sensibilité à pouvoir faire du commerce dedans. Maintenant, ce que je dirais à ces personnes-là, c'est vous pouvez faire du commerce, vous pouvez
vous investir dans là où vous êtes et faire le bien là où vous êtes. Maintenant, si vous vous sentez persécuté et vous sentez qu'il y a une opportunité qui est réelle, qui est maîtrisée, d'aller dans un pays à majorité musulmane, dans laquelle vous allez avoir un salaire plus élevé, une qualité de vie plus élevée, une sécurité juridique, économique plus élevée, allez-y, mais ça se Il y a prépare. une Et expatriation. souvent, c'est pas le cas. Parce que le fait d'être en France donne un certain nombre de sécurités, d'avantages et Qu'on ne retrouve pas ailleurs. qu'on ne retrouve pas ailleurs. Que ce soit sur la création d'entreprises, sur les aides pour les entreprises et les entrepreneurs, les prix pour les entrepreneurs, etc., qu'on ne retrouve pas à l'étranger. Et donc les gens veulent quitter pour aller ailleurs, alors qu'ils pourraient très bien trouver des opportunités par eux-mêmes là où ils sont. Mhm. Maintenant, ce n'est pas une injonction à rester ou à partir, mais en fait, il faut tout simplement peser le pour et le contre et se dire, ben, j'ai envie de partir pour découvrir autre chose, pour avoir des opportunités que je n'aurais pas, pour avoir une expérience que je n'aurais pas ici. Même si je vais gagner moins, C'est une expatriation. C'est pas une hijra, c'est une c'est une expatriation. expatriation économique parce que j'ai envie d'avoir cette expérience-là. Peut-être que Mais qu'il y a aussi un aspect religieux dans le sens où la majorité est musulmane, donc ça sera plus. simple de pratiquer, mais en fait, pas vraiment, parce que Bah, On si, pense- moi pour avoir l'expérience, si, parce que tu as des mosquées vraiment partout. Il y a vraiment cet état d'esprit Non, où mais c'est pas- tu peux t'arrêter dans la rue, tu peux mais- prier dans la rue. oui, Il y a vraiment ce. Oui, mais ça, c'est tous les. Et puis la fraternité, il y a une vraie fraternité qui s'instaure. dans- Le jour où tu tombes malade, on va voir la fraternité. Tu vas la trouver. Non, je parle pas de l'État. Moi, je parle de la vie en communauté. Aujourd'hui, il n'y a pas. Bah non, aujourd'hui, la vie en communauté, elle impacte beaucoup. Certaines musulmans impôts. sont persécutés par la vie en communauté, par certains islamophobes. Là, je te parle de la vie en mais communauté fraternité sociale. dans les pays à majorité musulmane. Il y a quand même une certaine fraternité où on se retrouve Mais tous c'est parce autour que du. tout le monde est pauvre là-bas. En fait, c'est logique. Non, mais ça, Tout le monde on s'en peut pas fait. on peut pas Non, corréler c'est comme les gens qui l'économie de. Non, mais si, c'est l'anthropologie. C'est comme les gens qui partent au Maroc et qui disent. C'est juste qu'on a la même éthique parce qu'on a la même éducation religieuse. Non, non, pas du tout. Tu peux aller dans n'importe quel les pays. On est d'accord que- non, mais on attends, est d'accord- laisse-moi finir. on Non, est d'accord que laisse-moi quand- finir. Non, mais laisse-moi finir. Vas-y, Tu excuse-moi. peux aller dans un pays à majorité non musulmane où tu vas trouver une fraternité, etc. Pourquoi? Parce que c'est des pays qui sont sous-développés. Pourquoi? Parce que anthropologiquement, dans le pays. Les Émirats. Mais c'est développé, les Émirats. Mais toi, tu parles de pays sous-développés. Tous les pays musulmans tous les pays à majorité musulmane ne sont pas forcément sous-développés. Oui, mais dans les pays développés, aux Émirats, crois-moi que la fraternité, tu la ressentiras pas de la même manière que en Malaisie. Hein. Et tu le sais très bien. Parce que plus le pays est riche, plus la solidarité, elle est gérée au niveau étatique. Et donc, il y a moins de fraternité d'un point Oui, de je vue vois des ce relations que tu veux dire. internationales. Donc, c'est les gens, ils sont là, ils sont, au Maroc, les gens, ils sont très fraternels. Mais au-delà etc. de l'économie. Oui, mais c'est normal, ils ont pas le choix. Tu tombes malade, c'est ton voisin qui va t'aider à aller chercher des médicaments. Aujourd'hui, t'es malade en France, t'appelles l'infirmière, elle vient. Donc, Au-delà de je préfère l'économie. ce système français que le système où tu te retrouves sans rien si tu. Oui, bien sûr. Mais au-delà de l'économie, quand je parlais de fraternité, je parlais surtout de cette éducation religieuse qu'on a tous en commun. Non, Parce qu'on a une il y a la culture. Il y a quelque chose qui nous rassemble tous, c'est le Coran. Mais le Coran, c'est une forme, non, c'est une forme d'éducation, parce que tu t'éduques avec les. Là, c'est une forme d'éducation. L'éducation religieuse, là-bas, la fondation même de l'éducation religieuse, c'est le Coran. Oui. Mais ça, c'est ce qui nous réunit tous, Non, nous en c'est tant que pas- musulmans, c'est pas- dans le monde entier. Oui, d'accord, mais Un Malaisien, oui, s'il il a va un connaître point- le Coran, mais s'il a un point commun avec moi, c'est culturel. Le Malaisien, qu'il soit chrétien ou peu importe, il va être gentil. ok, ouais, c'est vrai. C'est culturel. Mais c'est culturel parce que la majorité est musulmane. Non. Il y a ça aussi. Non. Il y a ça qui rentre. Parce que c'était des commerçants. Et donc, ils ont ce contact-là. Va dans un pays à majorité musulmane, tu vas voir que les gens, ils sont beaucoup plus froids, beaucoup plus, etc. Va en, je sais pas, moi, je suis jamais allé, je pourrais pas dire, mais parce que en Ouzbékistan, Faut aller vérifier. faut aller vérifier, tu vois, mais Tu penses qu'il anthropologiquement. potentiellement il y aurait des pays comme ça qui seraient plus froids parce que culturellement, Oui, malgré qu'ils soient à majorité musulmane, Oui, après, c'est des questions de code. ah je sais pas. C'est des questions de code. Mais c'est l'anthropologie. En tout cas, plus socialement, plus l'État organise socialement la protection sociale, etc., moins il y a de solidarité, plus il y a de l'individualisme. Mais en même temps, il y a une solidarité qui est forcée. En France, il y a une solidarité forcée à travers les impôts, etc. Voilà. Oui, je vois. Donc c'est pour ça que mon voisin il tombe malade. Quelque part, tu es solidaire à travers Solidaire les des impôts que tu as impôts. donnés à l'État et l'État gère ton voisin. Exactement. Ouais, ouais. Et il n'y a pas forcément besoin que j'aille le voir. Mais ça nous avec rend un coup de plus- pouce ou je sais pas quoi, Mais pour c'est- lui dire ah tiens t'es malade, je t'ai ramené. Non, tu vois. Et du coup, selon toi, plus l'État gère ça et plus ça rend le peuple individualiste et moins fraternité, ou moins dans un état de fraternité. Bien sûr. C'est intéressant. C'est sociologique et anthropologique. C'est mathématique. Super. Pour terminer, est-ce que tu as quelque chose à ajouter avant de mettre fin à ce podcast? Ouais, bah, peut-être un petit retour, un petit bilan, une petite conclusion sur l'ensemble des choses qu'on a dites. C'est que l'économie, il faut approfondir pour savoir ce que c'est. Il faut étudier l'économie pour savoir ce que c'est. Quand on est entrepreneur et lorsqu'on s'intéresse à l'économie, lorsqu'on va investir son argent, il faut étudier, il faut aller voir tous les avis qui existent concernant
concernant les questions qu'on se pose. Et ne pas oublier que voilà, il y a des principes universels que l'islam est venu confirmer. Ces principes sont de ne pas léser son prochain, de ne pas mentir, de ne pas voler. Et voilà, et chacun a son curseur en fonction de sa situation. Et voilà. Mais je pense que voilà, il faut avoir une bonne connaissance, c'est-à-dire aller approfondir, et en même temps avoir son curseur sur les principes universels que l'islam est venu confirmer, qui sont, voilà, de ne pas voler, de ne pas mentir. Et voilà. Parfait. Merci à tous, surtout ceux qui sont restés jusqu'à la fin. J'espère qu'on vous a apporté énormément de valeur. N'hésitez pas à nous laisser vos opinions et vos avis sur les différents sujets qu'on a traités. On a essayé de traiter vraiment, on a essayé d'englober une grande majorité des sujets qui sont en corrélation avec l'islam et l'entrepreneuriat. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Laissez donc un commentaire, laissez votre avis, votre opinion. Nous, on les lira et on vous répondra aussi. Et n'oubliez pas aussi que dans la description, en premier lien, vous trouverez mon accompagnement personnel. Si tu veux créer ton business en ligne et quitter le pays pour t'expatrier ou pour faire ta hijra dans un pays à majorité... Ah non, c'est pas la hijra. Pour faire ton expatriation dans un pays à majorité musulmane, pour toi, un musulman qui a pour objectif donc l'expatriation et la liberté géographique. J'ai mon premier lien en description pour réserver un appel avec moi. On va discuter ensemble de tes projets, tes objectifs et voir ce qu'on va pouvoir faire ensemble, toi et moi. Merci Hanif. Merci à toi. Et à bientôt. Peace.